Chapitre 11 de Le Triangle d'Or par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 11 Vers le gouffre. La décision de Patrice fut immédiate. Il transporta la jeune femme sur son lit et la pria de ne pas bouger et de ne pas appeler. Puis, il s'assura que Yabon n'était pas blessé grièvement. Enfin, il sonna violemment, faisant vibrer tous les timbres qui communiquaient avec les postes placés par lui en divers endroits de la maison. Les hommes arrivèrent en hâte. Il leur dit « Vous n'êtes que des brutes. Quelqu'un a pénétré ici. Maman Coralie et Yabon ont failli être tués. » Et comme il s'exclamait « Silence, commanda-t-il. Vous méritez des coups de bâton. Je vous pardonne à une condition. C'est que durant toute cette soirée et toute cette nuit, vous parliez de maman Coralie comme si elle était morte. » L'un d'eux protesta. « Mais à qui parlait mon capitaine? Il n'y a personne ici. » « Il y a quelqu'un, bougre d'idiot, puisque maman Coralie et Yabon ont été attaqués. À moins que ce ne soit par vous, non? Alors, et puis, trêve de bêtises. Il ne s'agit pas de parler à d'autres personnes, mais de parler entre vous, et même d'y penser, dans le secret de votre conscience. On vous écoute, on vous épie, on entend ce que vous dites, et l'on devine ce que vous ne dites pas. Donc, jusqu'à demain, maman Coralie ne sortira pas de sa chambre. On veillera sur elle à tour de rôle. Les autres se coucheront, sitôt après le dîner. Pas d'aller et venue dans la maison. Le silence. Et le vieux Siméon, capitaine? Qu'on l'enferme dans sa chambre. Comme fou, il est dangereux. On a pu profiter de sa démence, se faire ouvrir par lui. Qu'on l'enferme. Le plan de Patrice était simple. Comme l'ennemi, croyant Coralie sur le point de mourir, avait dévoilé à la jeune femme son but, qui était de le tuer lui aussi, Patrice, il fallait que l'ennemi se crût libre d'agir, sans que personne soupçonnât ses projets, et fût en garde contre lui. L'ennemi viendrait. Il engagerait la lutte et serait pris au piège. En attendant cette lutte, qu'il appelait de tous ses vœux, Patrice fit soigner Yabon, dont la blessure en effet n'avait aucun caractère de gravité, et il l'interrogea, ainsi que maman Coralie. Leurs réponses furent identiques. La jeune femme raconta que, étendue un peu lasse, elle lisait, et que Yabon demeurait dans le couloir, devant la porte ouverte, accroupi à la mode arabe. Ni l'un ni l'autre, ils n'entendirent rien de suspect. Et soudain, Yabon vit une ombre s'interposer entre lui et la lumière du couloir. Cette lumière qui provenait d'une ampoule électrique fut éteinte, pour ainsi dire en même temps que l'ampoule qui éclairait la chambre. Yabon, à moitié dressé déjà, reçut un coup violent à la nuque et perdit connaissance. Coralie essaya de s'enfuir par la porte de son boudoir, ne put l'ouvrir, se mit à crier, et aussitôt fut saisie et renversée. Tout cela en l'espace de quelques secondes. La seule indication que Patrice put obtenir, c'est que l'homme venait non de l'escalier, mais du côté de l'aile que l'on nommait l'aile des domestiques. Cette aile était desservie par un escalier plus petit et communiquait par la cuisine avec un office où se trouvait la porte de service sur la rue Rainoir. Cette porte, Patrice la trouva fermée à clé, mais quelqu'un pouvait avoir cette clé. Le soir, Patrice passa un moment au chevet de Coralie, puis à 9 heures se retira dans sa chambre, laquelle était située un peu plus loin et sur le même côté. C'était auparavant une pièce qui Sarès se réservait comme fumoir. Comme il n'attendait pas l'attaque, dont il espérait de si bons résultats avant le milieu de la nuit, Patrice s'assit devant un bureau cylindre placé contre le mur et en sortit le registre, sur lequel il avait commencé le journal détaillé des événements. Durant 30 à 40 minutes, il écrivit. Et il était prêt de fermer ce registre lorsqu'il crut entendre, comme un frôlement confus, qui n'eût certes pas perçu si ses nerfs n'avaient été tendus au plus haut point. Cela venait de la fenêtre du dehors, et il se rappela le jour où l'on avait déjà tiré sur Coralie et sur lui. Cependant, la fenêtre n'était pas entr'ouverte, ni même entrebâillée. Il continua donc d'écrire sans tourner la tête, et ce que rien put laisser croire que son attention eût été mise en éveil. Et il inscrivait, pour ainsi dire à son insu, les phrases mêmes de son anxiété. « Il est là, il me regarde, que va-t-il faire? Je ne pense pas qu'il brise une vitre et qu'il m'envoie une balle. Le procédé est incertain et ne lui a pas réussi. Non, son plan doit être établi de façon différente et plus intelligente. Je suppose plutôt qu'il guette le moment où je me coucherai, qu'il épiera mon sommeil, et que seulement alors il entrera, par quelque moyen que j'ignore. D'ici là, j'éprouve une véritable volupté à me sentir sous ses yeux. Il me hait, et nos deux haines vont à l'encontre l'une de l'autre, comme deux épées qui se cherchent et qui battent le fer. Il me regarde comme une bête fauve, tapis dans l'ombre, regarde sa proie et choisit la place où ses crocs mordront. Mais moi, je sais que c'est lui qui est la proie, voué d'avance à la défaite et à l'écrasement. Il prépare son couteau ou sa cordelette rouge, et ce sont mes deux mains qui termineront la bataille. Elles sont fortes, vigoureuses déjà.
Elles seront implacables. Patrice rabattit le cylindre. Puis il alluma une cigarette, qu'il fuma tranquillement comme chaque soir. Puis il ôta ses habits, les plia avec soin sur le dossier d'une chaise, remonta sa montre, se coucha, éteignit l'électricité. Enfin, se disait-il, je vais savoir. Je vais savoir qui est cet homme. Un ami des Sarès? Le continuateur de son œuvre? Mais pourquoi cette haine contre Coralie? Il l'aime donc, puisqu'il cherche à m'atteindre moi aussi. Je vais savoir, je vais savoir. Une heure s'écoula pourtant, puis une autre heure, et rien ne se produisit du côté de la fenêtre. Un seul craquement, qui eut lieu du côté du bureau. Mais c'était sans doute un de ces craquements de meubles que l'on entend la nuit dans le silence. Patrice commença à perdre le bel espoir qui l'avait soutenu. Au fond, il se rendait compte que toute sa comédie relativement à la mort supposée de maman Coralie était de valeur médiocre, et qu'un homme de la taille de son ennemi avait bien pu ne pas s'y laisser prendre. Assez déconcerté, il était sur le point de s'endormir, lorsque le même craquement eut lieu au même endroit. Le besoin d'agir le fit sauter du lit, il alluma. Tout semblait dans le même ordre. Nulle trace d'une présence étrangère. Allons, se dit Patrice. Décidément, je ne suis pas de force. L'ennemi aura deviné mes desseins et flairé le piège qui lui était tendu. Dormons, il n'y aura rien cette nuit. Il n'y eut en effet aucune alerte. Le lendemain, en examinant sa fenêtre, il remarquait que tout le long de la façade du jardin, une corniche de pierre courait au-dessus du rez-de-chaussée, assez large pour qu'un homme pût y marcher, en se retenant au balcon et aux gouttières. Il visita toutes les pièces auxquelles cette corniche donnait accès. L'une d'elles était la chambre du vieux Siméon. « Il n'a pas bougé de là » demanda-t-il aux deux soldats chargés de la surveillance. « C'est à croire, mon capitaine. En tout cas, nous ne lui avons pas ouvert la porte. » Patrice entra, et, sans s'occuper du bonhomme, lequel fumait toujours sa pipe éteinte, il fouilla la chambre, avec cette arrière-pensée qu'elle pouvait servir de refuge à l'ennemi. Il n'y trouva personne. Mais il découvrit dans un placard plusieurs objets qu'il n'y avait point vus dans les perquisitions effectuées en compagnie de M. Desmalions. Une échelle de corde, un rouleau de tuyaux en plomb, qui semblait être des tuyaux de gaz, et une petite lampe à souder. Tout cela est bougrement louche, pensa-t-il. Comment ces objets sont-ils entrés ici? Est-ce Siméon qui les a rassemblés sans but précis, machinalement? Ou bien dois-je supposer que Siméon n'est que l'instrument de l'ennemi? Avant de perdre la raison, il le connaissait, cet ennemi, et aujourd'hui, il subit son influence. Siméon, assis devant la fenêtre, lui tournait alors le dos. Patrice s'approcha de lui et tressaillit. Le bonhomme tenait entre ses mains une couronne mortuaire en perles noires et blanches. Elle portait comme date 14 avril 1915. C'était la 20e, celle que Siméon devait mettre sur la tombe de ses amis morts. Il la mettra, dit Patrice à haute voix. Son instinct d'ami et de vengeur, qui l'a conduit toute sa vie, persiste à travers la démence. Il la mettra. N'est-ce pas, Siméon, que vous irez la porter demain? Car c'est demain le 14 avril, l'anniversaire sacré. Il se pencha vers l'être incompréhensible en qui venaient se rencontrer, comme des chemins qui aboutissent à un carrefour, toutes les intrigues bonnes ou mauvaises, favorables ou perfides, dont se composait l'inextricable drame. Siméon crut qu'on voulait lui prendre sa couronne et la serra fortement contre lui d'un geste farouche. « N'aie pas peur, dit Patrice, je te la laisse. À demain, Siméon, à demain. Coralie et moi, nous serons au exact rendez-vous que tu nous as donné. Et demain peut-être, le souvenir de l'horrible passé délivrera ton cerveau. » La journée parut longue à Patrice. Il avait tellement hâte d'arriver à quelque chose qui fut comme une lueur dans les ténèbres. Et cette lueur n'allait-elle pas justement jaillir des circonstances que ferait naître ce 20e anniversaire du 14 avril? Vers la fin de l'après-midi, M. Desmalions passa rue Rainoir et dit à Patrice « Tenez, voici ce que j'ai reçu, c'est assez curieux. Une lettre anonyme à écriture déguisée. Écoutez cela. Monsieur, vous êtes prévenu que l'or va s'en aller. Faites attention. Demain soir, les 1805 auront pris le chemin de l'étranger. Un ami de la France. Et c'est demain le 14 avril, dit Patrice qui fit aussitôt le rapprochement. Oui, pourquoi cette remarque? Oh, rien, une idée. Il fut près de raconter à M. Desmalions tous les faits qui se rapportaient à cette date du 14 avril, et tous ceux qui concernaient l'étrange personnalité du vieux Siméon. S'il ne parla pas, ce fut pour des raisons obscures, peut-être parce qu'il voulait mener seul et jusqu'au bout cette partie de l'affaire. Peut-être aussi par une sorte de pudeur qui l'empêchait d'initier M. Desmalions à tous les secrets du passé. Il garda donc le silence à ce propos et dit « Alors, cette lettre? Ma foi, je ne sais que penser. Est-ce un avertissement justifié? Ou bien un stratagème pour nous imposer une conduite plutôt qu'une autre? J'en causerai avec Bourgneuf. Toujours rien de spécial de ce côté? Non, et je n'attends rien de plus. L'alibi qu'il m'a fourni est réel.
Ses amis et lui ne sont que des comparses dont le rôle est terminé. De cette conversation, Patrice ne retint qu'une chose, la coïncidence des dates. Les deux directions que M. Desmalions et lui suivaient dans cette affaire se rejoignaient tout à coup en cette date, depuis si longtemps marquée par le sort. Le passé et le présent allaient se réunir, le dénouement approchait. C'était le jour même du 14 avril que l'or devait disparaître à jamais, et qu'une voix inconnue convoquait Patrice et Coralie au même rendez-vous que leurs parents avaient pris 20 ans auparavant. Et le lendemain, ce fut le 14 avril. Dès 9 heures, Patrice demandait des nouvelles du vieux Siméon. Sortez, mon capitaine, lui répondit-on. Vous aviez levé la consigne. Patrice entra dans la chambre et chercha la couronne. Elle n'y était plus. Mais les trois objets du placard, l'échelle de corde, le rouleau de plomb et la lampe à souder, n'y étaient plus non plus. Il interrogea. Siméon n'a rien emporté? Si, mon capitaine, une couronne. Pas autre chose? Non, mon capitaine. La fenêtre était ouverte. Patrice en conclut que les objets avaient pris ce chemin, et son hypothèse d'une complicité inconsciente du bonhomme en fut confirmée. Un peu avant 10 heures, Coralie le rejoignit dans le jardin. Patrice l'avait mise au courant des derniers incidents. La jeune femme était pâle et inquiète. Ils firent le tour des pelouses et gagnèrent sans être vus les bosquets de fusains qui dissimulaient la porte de la ruelle. Patrice ouvrit cette porte. Au moment d'ouvrir l'autre, il eut une hésitation. Il regrettait de n'avoir pas prévenu M. Desmalions et d'accomplir, seul avec Coralie, ce pèlerinage que certains symptômes annonçaient comme dangereux. Mais il secoua cette impression. Il avait eu soin de prendre 2 revolvers. Qui avait-il à craindre? Nous entrons, n'est-ce pas, Coralie? Oui, dit-elle. Cependant, vous semblez indécise, anxieuse. C'est vrai, murmura la jeune femme, j'ai le cœur serré. Pourquoi, vous avez peur? Non, ou plutôt si. Je n'ai pas peur pour aujourd'hui, mais en quelque sorte pour autrefois. Je pense à ma pauvre mère qui a franchi cette porte comme moi par un matin d'avril. Elle était toute heureuse, elle allait vers l'amour. Et alors, c'est comme si je voulais la retenir et lui crier « N'avance pas, la mort te guette, n'avance pas !» Et ces mots d'effroi, c'est moi qui les entends. Ils bourdonnent à mon oreille, et c'est moi qui n'ose plus avancer. J'ai peur. Retournons, Coralie. Elle lui saisit le bras et, la voix ferme, « Marchons, je veux prier, la prière me fera du bien. » Hardiment, elle suivit le petit sentier transversal que sa mère avait suivi et monta parmi les herbes folles et les branches envahissantes. Ils laissèrent le pavillon sur leur gauche et gagnèrent le cloître de verdure, où reposaient leurs parents. Et tout de suite, au premier regard, ils virent que la 20e couronne était là. Siméon est venu, dit Patrice. L'instinct, plus fort que tout, l'a obligé à venir. Il ne doit pas être loin d'ici. Tandis que Coralie s'agenouillait, il chercha autour du cloître et descendit jusqu'à la moitié du jardin. Mais Siméon demeurait invisible. Il ne restait plus qu'à visiter le pavillon, et c'était évidemment un acte redoutable, dont ils retardèrent l'accomplissement, sinon par crainte, du moins par l'espèce de frayeur sacrée que l'on éprouve à pénétrer dans un lieu de mort et de crime. Ce fut encore la jeune femme qui donna le signal de l'action. « Venez, dit-elle. » Patrice ne savait comment ils entreraient dans le pavillon, dont les fenêtres et les issues lui avaient toutes paru fermées. Mais, en approchant, ils constatèrent que la porte de derrière sur la cour était grande ouverte, et ils pensèrent aussitôt que Siméon les attendait à l'intérieur. Il était exactement 10 heures quand ils franchirent le seuil du pavillon. Un petit vestibule conduisait d'un côté à une cuisine, de l'autre à une chambre. En face, ce devait être la pièce principale. La porte en était entrebâillée et Coralie balbutia. « C'est ici que la chose a dû avoir lieu, autrefois. »« Oui, dit Patrice, nous y trouverons Siméon. Mais si le cœur vous manque, Coralie, il vaut mieux renoncer. » Une volonté irréfléchie soutenait la jeune femme. Rien n'eût arrêté son élan. Elle avança. Quoique grande, la pièce donnait une impression d'intimité par la façon dont elle était meublée. Divan, fauteuil, tapis, tenture, tout concourait à la rendre confortable, et l'on nous dit que l'aspect n'en avait pas changé depuis la mort tragique de ceux qui l'habitaient. Cet aspect était plutôt celui d'un atelier, à cause d'un vitrage qui occupait le milieu du très haut plafond, à l'endroit du belvédère, et par où le jour descendait. Il y avait bien 2 fenêtres, mais des rideaux les masquaient. « Siméon n'est pas là, dit Patrice. » Coralie ne répondit pas. Elle examinait les choses avec une émotion qui contractait sa figure. C'étaient des livres qui tous remontaient au siècle dernier. Quelques-uns portaient sur leur couverture, jaune ou bleue, une signature au crayon. Coralie. C'étaient des ouvrages de dames inachevés, un canevas de broderie, une tapisserie d'où pendait l'aiguille au bout du brin de laine. Et c'étaient aussi des livres avec la signature Patrice, et une boîte de cigares, et un sous-main, et des porte-plumes et un encrier.
Et c'étaient 2 petites photographies dans leur cadre, celles de 2 enfants, Patrice et Coralie. Et ainsi toute la vie de jadis continuait. Non point seulement la vie de 2 amoureux, qui s'aiment d'un amour violent et passager, mais de 2 êtres qui se retrouvent dans le calme et dans la certitude d'une longue existence commune. Oh, maman, maman, chuchota Coralie. Son émotion croissait à chacun des souvenirs recueillis. Elle s'appuya toute palpitante sur l'épaule de Patrice. Allons-nous-en, dit-il. Oui, oui, cela vaut mieux, mon ami. Nous reviendrons. Nous revivrons auprès d'eux. Nous reprendrons ici l'intimité de leur vie brisée. Allons-nous-en. Aujourd'hui, je n'ai plus de force. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'ils s'arrêtèrent, confondus. La porte était close. Leurs yeux se rencontrèrent, chargés d'inquiétude. Nous ne l'avions pas fermée, n'est-ce pas, dit-il. Non, dit-elle, nous ne l'avions pas fermée. Il s'approcha pour ouvrir et s'aperçut que la porte n'avait pas de poignée ni de serrure. C'était une porte à un seul battant de bois plein qui semblait dur et massif. On eût dit qu'elle était faite d'un morceau et prise dans le cœur même d'un chêne. Nul vernis, nulle peinture. Ça et là des éraflures, comme si on l'eût frappé à l'aide d'un instrument. Et puis vers la droite, ces quelques mots au crayon. Patrice et Coralie, 14 avril 1895, Dieu nous vengera. Au-dessous, une croix, et au-dessous de cette croix, une autre date, mais d'une écriture différente et plus fraîche. 14 avril 1915. 1915 1915 prononça Patrice. C'est effrayant, la date d'aujourd'hui. Qui a écrit cela? Cela vient d'être écrit. Oh, c'est effrayant. Voyons, nous n'allons pourtant pas. Il s'élança jusqu'à l'une des fenêtres. D'un coup tira le rideau qui la voilait et ouvrit la croisée. Un cri lui échappa. La fenêtre était murée avec de gros moellons qui s'interposaient entre les vitres et les volets. Il courut à l'autre. Même obstacle. Il y avait 2 portes qui devaient donner à droite dans la chambre, à gauche sans doute dans une salle attenant à la cuisine. Il les ouvrit rapidement. L'une et l'autre étaient murées. Il courut de tous côtés en une minute d'effarement, puis se précipita sur la première des 3 portes qu'il essaya d'ébranler. Elle ne bougea pas. Elle donnait l'impression d'un bloc immuable. Alors de nouveau, ils se regardèrent éperdument, et la même pensée terrible envahit. La chose d'autrefois se répétait. Le drame recommençait dans des conditions identiques. Après la mère et le père, c'était la fille et le fils. Comme les amants de jadis, ceux d'aujourd'hui étaient captifs. L'ennemi les tenait sous sa griffe puissante. Et sans doute allaient-ils connaître la façon dont leurs parents étaient morts, par la façon dont eux-mêmes allaient mourir. 14 avril 1895. 14 avril 1915. Fin du chapitre 11. Chapitre 12 de Le Triangle d'Or par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 12. L'épouvante. Ah non, non, s'écria Patrice. Cela ne sera pas. Il se rejeta contre les fenêtres et contre les portes, saisit un chenet avec lequel il frappa le bois des battants ou le mur de moellons. Geste stérile. C'étaient les mêmes que son père avait exécutés jadis, et il ne pouvait faire dans le bois des battants ou le moellon des murs que les mêmes éraflures, inefficaces et dérisoires. Ah, maman Coralie, dit-il en un cri de désespoir. C'est de ma faute. Dans quel abîme vous ai-je entraîné? Mais c'est de la folie d'avoir voulu lutter seul. Il fallait demander le secours de ceux qui savent, qui ont l'habitude. Non, j'ai cru que je pourrais. Pardonnez-moi, Coralie. La jeune femme était tombée sur un fauteuil. Lui, presque à genoux, l'entourait de ses bras et la suppliait. Elle sourit pour le calmer et dit doucement. Voyons, mon ami, ne perdons pas courage. Peut-être nous trompons-nous, car enfin, rien ne prouve que tout cela ne soit pas l'effet d'un hasard. La date, prononça-t-il, la date de cette année, la date de ce jour, tracée par une autre main. C'étaient nos parents qui avaient écrit l'autre. Mais celle-ci, Coralie, celle-ci ne montre-t-elle pas la préméditation et la volonté implacable d'en finir avec nous? Elle frissonna. Cependant, elle dit encore, s'obstinant à la réconforter. Soit, je veux bien, mais enfin, nous n'en sommes pas là. Si nous avons des ennemis, nous avons des amis, ils nous chercheront. Ils nous chercheront. Mais comment pourraient-ils nous trouver, Coralie? Nous avons pris toutes nos mesures pour qu'on ne sache pas où nous allions, et nul ne connaît cette maison. Le vieux Siméon? Siméon est venu, et il a déposé la couronne, mais un autre est venu avec lui, un autre qui le domine, et qui s'est peut-être déjà débarrassé de lui, maintenant que Siméon a joué son rôle. Et alors, Patrice? Il la sentit bouleversée.
et eut honte de sa propre faiblesse. Alors, dit-il en se maîtrisant, attendons. Somme toute, l'attaque peut ne pas se dessiner. Le fait d'être enfermé ne signifie pas que nous soyons perdus. Et puis quand même, nous lutterons, n'est-ce pas? Et croyez que je ne suis pas à bout de force ni de ressources. Attendons Coralie, et agissons. L'essentiel était de s'enquérir s'il n'existait pas qu'un contrée qui permit une agression imprévue. Après 1 heure de recherche, ils n'en découvrirent point. Les murailles rendaient partout le même son. Sous le tapis qu'ils défirent, c'était du carrelage, dont les carreaux n'offraient rien d'anormal. Décidément, il n'y avait que la porte, et comme ils ne pouvaient empêcher qu'on l'ouvrît, puisqu'elle s'ouvrait vers l'extérieur, ils accumulèrent devant elle la plupart des meubles de la pièce, formant ainsi une barricade qui les mettait à l'abri d'une surprise. Puis, Patrice arma ses 2 revolvers et les plaça, bien en vue, près de lui. Comme cela, dit-il, nous sommes tranquilles. Tout ennemi qui se présente est un homme mort. Mais le souvenir du passé pesait sur eux de tout son poids formidable. Toutes leurs paroles et toutes leurs actions, d'autres les avaient déjà dites et déjà accomplies, dans des conditions analogues, avec les mêmes pensées et les mêmes appréhensions. Le père de Patrice avait dû préparer ses armes. La mère de Coralie avait dû joindre les mains et prier. Tous deux ensemble, ils avaient barricadé la porte, et tous deux ensemble interrogeaient les murs et soulevaient le tapis. Quelle angoisse que celle qui se double d'une angoisse pareille. Pour chasser l'horrible idée, ils feuilletèrent les livres, romans et brochures que leurs parents avaient lus. Sur certaines pages, en fin de chapitre ou en fin de volume, des lignes étaient écrites. C'étaient des lettres que le père de Patrice et la mère de Coralie s'écrivaient. « Mon Patrice bien-aimé, j'ai couru jusqu'ici ce matin pour revivre notre vie d'hier et pour rêver à notre vie de tantôt. Comme tu arriveras avant moi, tu liras ces lignes. Tu liras que je t'aime. » Et sur un autre livre. « Ma Coralie bien-aimée, tu viens de partir. Je ne te verrai pas avant demain, et je ne veux pas quitter le refuge où notre amour a goûté tant de joie, sans te dire, une fois de plus. » Ils feuilletèrent ainsi la plupart des livres, y trouvant d'ailleurs, au lieu des indications qu'ils cherchaient, que de la tendresse et de la passion. Et plus de 2 heures s'écoulèrent, dans l'attente et dans le tourment de ce qui pouvait survenir. Rien, dit Patrice, il n'y aura rien. Et voilà peut-être le plus redoutable, car si rien ne se produit, c'est que nous sommes condamnés à ne pas sortir d'ici. Et en ce cas, la conclusion de la phrase que Patrice n'achevait point, Coralie la comprit, et ils eurent ensemble cette vision de la mort par la faim qui semblait les menacer. Mais Patrice s'écria « Non, non, n'avons pas à craindre cela, non. Pour que des gens de notre âge meurent de faim, il faut des journées entières, 3 jours, 4 jours, davantage. Et d'ici là, nous serons secourus. » « Comment ?» fit Coralie. « Comment ? Mais par nos soldats, par Yabon, par M. Desmalions. Ils s'inquiéteront d'une absence qui se prolongerait au-delà de cette nuit. » « Vous l'avez dit vous-même, Patrice, ils ne peuvent pas savoir où nous sommes. »« Ils le sauront, c'est facile. La ruelle seule sépare les 2 jardins. Et d'ailleurs, tous nos actes ne sont-ils pas consignés sur le journal que je tiens et qui est dans le bureau de ma chambre? Yabon en connaît les distances. Il ne peut manquer d'en parler à M. Desmalions. Et puis, il y a Siméon. Qu'est-il devenu, lui? Ne remarquera-t-on pas ses allées et venues? Ne donnera-t-il pas un avertissement quelconque? Mais les mots étaient impuissants à les rassurer. S'ils ne devaient pas mourir de faim, c'est que l'ennemi avait imaginé un autre supplice. Leur inaction les torturait. Patrice recommença ses investigations, qu'un hasard curieux dirigea dans un sens nouveau. Ayant ouvert un des livres qu'il n'avait pas encore feuilleté, un livre publié en l'année 1895, Patrice aperçut 2 pages cornées ensemble. Il les détacha l'une de l'autre et lut une note qui lui était adressée par son père. « Patrice, mon fils, si jamais le hasard te met cette note sous les yeux, c'est que la mort violente qui nous guette ne m'aura pas permis de l'effacer. Alors, à propos de cette mort, Patrice, cherche la vérité sur le mur de l'atelier, entre les 2 fenêtres. J'aurai peut-être le temps de l'y inscrire. » Ainsi, à cette époque, les 2 victimes avaient prévu le destin tragique qui leur était réservé. Et le père de Patrice et la mère de Coralie connaissaient le danger qu'ils couraient en venant dans ce pavillon. Restait à savoir si le père de Patrice avait pu exécuter son projet. Entre les 2 fenêtres, il y avait, comme tout autour de la pièce, un lambris de bois verni, surmonté, à la hauteur de 2 mètres, d'une corniche. Au-dessus de la corniche, c'était le simple mur de plâtre. Patrice et Coralie avaient déjà remarqué, sans y porter une attention particulière, que le lambris à cet endroit semblait avoir été refait, le vernis des planches n'ayant pas la même teinte uniforme. Patrice se servit comme d'un ciseau d'un des chenets, démolit la corniche et souleva la première planche. Elle se cassa aisément. Sous cette planche, sur le plâtre même du mur, il y avait des lignes écrites. C'est le même procédé que, depuis, emploie le vieux Siméon. Écrire sur les murs
puis recouvrir de bois ou de plâtre. Il cassa le haut des autres planches, et, de la sorte, plusieurs lignes complètes apparurent, lignes tracées au crayon, hâtivement, et que le temps avait fortement altérées. Avec quelle émotion Patrice les déchiffra. Son père les avait écrites au moment où la mort rôdait autour de lui. Quelques heures plus tard, il ne vivait plus. C'était le témoignage de son agonie, et peut-être son imprécation contre l'ennemi qui le tuait, et qui tuait sa bien-aimée. Il lut à demi-voix. J'écris ceci pour que le dessein du bandit ne puisse s'exécuter jusqu'au bout, et pour assurer son châtiment. Sans doute allons-nous mourir, Coralie et moi, mais du moins, nous ne mourrons pas sans qu'on sache la cause de notre mort. Il y a peu de jours, il disait à Coralie. Vous repoussez mon amour, vous m'accablez de votre haine, soit, mais je vous tuerai, votre amant et vous. Et de telle façon que l'on ne pourra m'accuser d'une mort qui semblera un suicide. Tout est prêt, défiez-vous, Coralie. Tout était prêt, en effet. Il ne me connaissait point, mais devait savoir que Coralie avait ici des rendez-vous quotidiens. Et c'est dans ce pavillon qu'il a préparé notre tombeau. Quelle sera notre mort? Nous l'ignorons. Le manque de nourriture, sans doute. Voilà 4 heures que nous sommes emprisonnés. La porte s'est refermée sur nous. Une lourde porte qu'il a dû placer cette nuit. Toutes les autres ouvertures, portes et fenêtres, sont également bouchées par des blocs de pierre accumulés et cimentés depuis notre dernière entrevue. Une évasion est impossible, qu'allons-nous devenir? La partie découverte s'arrêtait là. Patrice prononça. Vous voyez, Coralie, ils sont passés par les mêmes affres que nous. Eux aussi, ils ont redouté la faim. Eux aussi, ils ont connu les longues heures d'attente, où l'inaction est si douloureuse. Et c'est un peu pour se distraire de leurs pensées qu'ils ont écrit ces lignes. Il ajouta après un instant d'examen. Ils pouvaient croire, et c'est ce qui est arrivé, que celui qui les tuait ne lirait pas ce document. Tenez, un seul grand rideau était tendu devant ces fenêtres, et devant l'intervalle qui les sépare. Un seul rideau, comme le prouve l'unique tringle qui domine tout cet espace. Après la mort de nos parents, personne n'ayant songé à écarter ce voile, la vérité demeura cachée, jusqu'au jour où Siméon la découvrit, et par précaution, la dissimula de nouveau sous une cloison de bois, et posa 2 rideaux à la place de l'unique rideau. De la sorte, tout semblait normal. Patrice se remit à l'œuvre. Quelques lignes encore apparurent. Ah, si j'étais seul à souffrir, seul à mourir. Mais l'horreur de tout cela, c'est que j'entraîne avec moi ma chère Coralie. Elle s'est évanouie et repose en ce moment, terrassée par l'épouvante qu'elle cherche à dominer. Ma pauvre bien-aimée, je crois voir déjà, sur son doux visage, la pâleur de la mort. Pardon, pardon, ma bien-aimée. Patrice et Coralie se regardèrent. C'étaient les mêmes sentiments qui les agitaient, les mêmes scrupules, les mêmes délicatesses, le même oubli de soi devant la douleur de l'autre. Patrice murmura. Il aimait votre mère comme je vous aime. Moi non plus la mort ne m'effraie pas. Je l'ai bravée tant de fois et en souriant. Mais vous, Coralie, vous pour qui je subirais toutes les tortures. Il se mit à marcher. La colère le reprenait. Je vous sauverai, Coralie, je le jure. Et quelle joie ce sera alors de se venger. Il aura le sort même qui nous réservait. Vous entendez, Coralie? C'est ici qu'il mourra, c'est ici. Ah, comme je m'y emploierai de toute ma haine. Il arracha de nouveau des morceaux de planche, avec l'espoir d'apprendre des choses qui pourraient lui être utiles, puisque la lutte reprenait dans des conditions identiques. Mais les phrases suivantes étaient, comme celles qu'il venait de prononcer, des serments de vengeance. Coralie, il sera châtié. Si ce n'est pas par nous, ce sera par la justice divine. Non, son plan infernal ne réussira pas. Non, on ne croira pas que nous avons recouru au suicide pour nous délivrer d'une existence qui n'était que joie et bonheur. On connaîtra son crime. Heure par heure, j'en donnerai ici les preuves irrécusables. Des mots, s'écria Patrice exaspéré. Des mots de menace et de douleur. Mais aucun fait qui nous guide. Mon père, n'allez-vous rien me dire pour sauver la fille de votre Coralie? Si la vôtre a succombé, que la mienne échappe au malheur, grâce à vous, mon père. Aidez-moi, conseillez-moi. Mais le père ne répondait au fils que par d'autres mots d'appel et de désespoir. Qui va nous secourir? Nous sommes murés dans ce tombeau, enterrés vivants, et condamnés au supplice sans pouvoir nous défendre. J'ai là sur une table mon revolver. À quoi bon? L'ennemi ne nous attaque pas. Il a pour lui le temps implacable qui tue par sa seule force, et par cela seul qu'il est le temps. Qui va nous secourir? Qui sauvera ma bien-aimée Coralie? Situation effrayante, et dont ils sentaient toute l'horreur tragique. Il leur semblait qu'ils étaient morts une fois, que l'épreuve, subie par d'autres, c'était eux qui l'avaient subie, et qu'ils la subissaient encore dans les mêmes conditions, et sans que rien leur permît d'échapper à toutes les phases par laquelle avaient passé les autres, leur père et leur mère. L'analogie de leur sort
et du sort de leurs parents étaient telles qu'ils souffraient deux souffrances et que leur deuxième agonie commençait. Coralie, vaincue, se mit à pleurer. Patrice, bouleversé par la vue des larmes, s'acharna contre le lambris, dont les planches, consolidées par des traverses, résistaient à son effort. Enfin, il lut. « Qu'y a-t-il ? Nous avons l'impression que quelqu'un a marché dehors, devant la façade du jardin. Oui, en collant notre oreille contre la muraille de moellon, élevée dans l'embrasure de la fenêtre, nous avons cru entendre des pas. Est-ce possible ? Oh, si cela pouvait être, ce serait enfin la lutte, et tout, plutôt que le silence étouffant, et l'incertitude qui ne finit pas. C'est cela, le bruit se précise. Un autre bruit, qui est celui que l'on fait quand on creuse la terre avec une pioche. Quelqu'un creuse la terre, non pas devant la maison, mais sur le côté droit près de la cuisine. Patrice redoubla d'efforts. Coralie s'était approchée et l'aidait. Cette fois, il sentait qu'un coin du voile allait se soulever, et l'inscription se poursuivait. 1 heure encore, avec des alternatives de bruit et de silence, le même bruit de terre remuée et le même silence, où l'on devine une œuvre qui se continue. Et puis, on est entré dans le vestibule. Une seule personne, lui évidemment. Nous avons reconnu son pas. Il marche, sans essayer de l'assourdir. Puis, il s'est dirigé vers la cuisine, où il a travaillé comme auparavant, avec une pioche mais en pleine pierre. Nous avons entendu aussi le bruit d'un carreau cassé. Et maintenant, il est retourné dehors. C'est un autre bruit qui semble monter le long de la maison, comme si le misérable était obligé de s'élever pour mettre son projet à exécution. Patrice s'arrêta de lire et regarda. Tous deux, ils prêtèrent l'oreille. Il dit à voix basse. « Écoute. Oui, oui, dit-elle, j'entends. Des pas dehors, des pas devant la maison ou dans le jardin. » L'un et l'autre, ils avancèrent jusqu'à l'une des fenêtres, dont la croisée n'avait pas été refermée sur les moellons, et ils écoutèrent. On marchait réellement, et ils éprouvèrent, à deviner l'approche de l'ennemi, le soulagement que leurs parents avaient éprouvé. On fit le tour de la maison 2 fois, mais ils ne reconnurent point, comme leurs parents, le bruit des pas. C'étaient les pas d'un inconnu, ou des pas dont on changeait la cadence. Puis, durant quelques minutes, il n'y eut plus rien. Et soudain un autre bruit s'éleva, et quoiqu'au fond d'eux, ils s'attendissent à le percevoir, ils furent malgré tout confondus de l'entendre. Et Patrice prononça sourdement, en scandant la phrase inscrite par son père 20 années auparavant. C'est celui que l'on fait quand on creuse la terre avec une pioche. Oui, ce devait être cela. Quelqu'un creusait la terre, non pas devant la maison, mais sur le côté droit de la cuisine. Ainsi donc, le miracle abominable du drame renouvelé continuait. Là encore, le fait d'autrefois se représentait, fait tout simple en lui-même, mais qui devenait sinistre, parce qu'il était un de ceux qui s'étaient produits déjà, et qu'il annonçait et préparait la mort, jadis annoncée et préparée. 1 heure s'écoula. La besogne s'achevait avec des répits et des recrudescences. On eût dit un tombeau que l'on creuse. Le fossoyeur n'est pas pressé. Il se repose, puis reprend son travail. Patrice et Coralie écoutaient debout l'un près de l'autre, les mains et les yeux mêlés. Il s'arrête, dit Patrice tout bas. Oui, dit-elle seulement, on dirait. Oui, Coralie, on entre dans le vestibule. Ah, il n'est même pas nécessaire d'écouter. Il n'y a qu'à se souvenir. Tenez, il se dirige vers la cuisine et il creuse comme tout à l'heure avec la pioche, mais en pleine pierre. Et puis, oh, Coralie, le même bruit de carreaux cassés. C'étaient des souvenirs, en effet. Des souvenirs qui se mêlaient à la réalité macabre. Le présent et le passé ne faisaient qu'un. Il prévoyait les événements à l'instant même où ils se produisaient. L'ennemi retourna dehors, et tout de suite, le bruit sembla monter le long de la maison, comme si le misérable était obligé de s'élever pour mettre son projet à exécution. Et puis, qu'allait-il advenir? Il ne pensait plus à interroger l'inscription du mur, ou peut-être ne l'osait-il pas. Toute leur attention était portée sur les actes invisibles, et par moments imperceptibles, qui s'accomplissaient en dehors d'eux, et contre eux, et fort sournois et ininterrompus. Plans mystérieux dont les moindres détails étaient réglés comme un mouvement d'horlogerie, et cela depuis 20 ans. L'ennemi entra dans la maison, et ils entendirent un frôlement au bas de la porte, un frôlement de choses molles que l'on paraissait accumuler et presser par-dessous le bois du battant. Ensuite, il y eut aussi des bruits confus dans les 2 pièces voisines, contre les portes murées, et les mêmes bruits au dehors, entre les moellons des fenêtres et les volets ouverts. Et ensuite, du bruit sur le toit. Ils levèrent les yeux. Cette fois, ils ne pouvaient douter que le dénouement approchât, ou du moins une des scènes du dénouement. Le toit, pour eux, c'était le châssis vitré qui occupait le centre du plafond, et par où provenait la seule lumière dont la pièce s'éclaira. Et toujours, la même question angoissante se posait à eux.
Qu'allait-il advenir? L'ennemi allait-il montrer son visage au-dessus de ce châssis, se démasquer enfin? Assez longtemps, ce travail se poursuivit sur le toit. Les pas ébranlaient les plaques de zinc qui le recouvraient, selon une direction qui reliait le côté droit de la maison aux abords de la lucarne. Et tout à coup, cette lucarne, ou plutôt une partie de cette lucarne, un rectangle de 4 carreaux, fut soulevée très légèrement par une main qui assujettit un bâton pour que l'entrebâillement demeurât. Et l'ennemi traversa de nouveau le toit et redescendit. Ce fut presque une déception, et un tel besoin d'en savoir davantage les secoua que Patrice se remit à casser les planches du lambris, les derniers morceaux, la fin de l'inscription. Et cette inscription leur fit revivre les dernières minutes qui venaient de s'écouler, la rentrée de l'ennemi, le frôlement contre les portes et contre les fenêtres murées, le bruit sur le toit, l'entrebâillement de la lucarne, la façon de la maintenir. Tout s'était arrangé suivant le même ordre, et pour ainsi dire, dans les mêmes limites de temps. Le père de Patrice et la mère de Coralie avaient connu les mêmes impressions. Le destin s'appliquait à repasser par les mêmes sentiers, en faisant les mêmes gestes et en recherchant le même but. Et cela continuait. Il remonte, il remonte. Voilà son pas encore sur le toit. Il s'approche de la lucarne. Va-t-il regarder? Verrons-nous son visage abhorré? Il remonte, balbutia Coralie en se serrant contre Patrice. Les pas de l'ennemi, en effet, martelaient le zinc. Oui, dit Patrice, il remonte comme autrefois, sans s'écarter du programme que l'autre a suivi. Seulement, nous ne savons pas quel visage va nous apparaître. Nos parents, eux, connaissaient leur ennemi. Elle frissonna en évoquant l'image de celui qui avait tué sa mère et demanda « C'était lui, n'est-ce pas ?»« Oui, c'était lui. Voilà son nom que mon père a tracé. » Patrice avait découvert l'inscription presque entièrement. À moitié courbé, il montrait du doigt. « Tenez, lisez ce nom, et ça reste. Vous voyez là? C'est un des derniers mots que mon père avait écrits. Lisez Coralie. » La lucarne s'est soulevée davantage. Une main la poussait. Et nous avons vu. Il nous a regardés en riant. Ah, le misérable! Et ça reste, et ça reste. Et puis, il a passé quelque chose par l'ouverture. Quelque chose qui a descendu, qui s'est déroulé au milieu de la pièce, sur nos têtes. Une échelle de corde. Nous ne comprenons pas. Elle se balance devant nous. Et puis, à la fin, j'aperçois. Il y a, épinglée et enroulée, autour de l'échelon inférieur, une feuille de papier. Et sur cette feuille, je lis ces mots, qui sont de l'écriture des Sarès. Que Coralie monte seule. Elle aura la vie sauve. Je lui donne 10 minutes pour accepter. Sinon... Ah, fit Patrice en se relevant. Est-ce que cela également va recommencer? Et cette échelle de corde que j'ai trouvée dans le placard du vieux Siméon? Coralie ne quittait pas la lucarne des yeux, car les pas tournaient alentour. Il y eut un arrêt là-haut. Patrice et Coralie ne doutaient pas que la minute ne fût arrivée, et qu'eux aussi ne fussent sur le point de voir. Et Patrice disait sourdement, d'une voix altérée, « Qui? Il n'y a que 3 êtres qui auraient pu jouer ce rôle sinistre, déjà joué autrefois. 2 sont morts, et Sarès est mon père, et le 3e, Siméon, est fou. Est-ce lui qui, dans sa folie, a continué toute cette machination? Mais comment supposer qu'il eût pu le faire d'une manière si précise? Non, non, c'est l'autre, celui qui le dirige et qui, jusqu'ici, est resté dans l'ombre. » Il sentit sur son bras les doigts crispés de Coralie. « Taisez-vous, le voici. »« Non, non, dit-il, si, j'en suis sûr. » Elle devinait l'autre événement qui se préparait. Et de fait, comme jadis, la lucarne se souleva davantage. Une main la poussait. Et tout à coup, ils virent une tête qui se glissait sous le châssis entr'ouvert. C'était la tête du vieux Siméon. En vérité, ce qu'ils virent ne les étonna pas outre mesure. Que ce fût celui-là, plutôt qu'un autre qui les persécutait, cela ne pouvait pas leur paraître extraordinaire, puisque celui-là était mêlé à leur existence depuis quelques semaines, comme un acteur au drame qui se joue. Quoi qu'ils fissent, ils le retrouvaient toujours et partout, remplissant son rôle mystérieux et incompréhensible. Complice inconscient, force aveugle du destin, qu'importe, il était celui qui agit, qui attaque inlassablement, et contre lequel on ne peut pas se défendre. Patrice chuchota. Le fou? Le fou? Mais Coralie insinua. Il n'est peut-être pas fou, il ne doit pas être fou. Elle tremblait, secouée par un frisson interminable. Là-haut, l'homme les regardait, caché derrière ses lunettes jaunes, sans qu'aucune expression de haine ou de joie satisfaite parût sur son visage impassible. « Coralie, dit Patrice à voix basse, laisse-toi faire, viens !» Il la poussait doucement, en ayant l'air de la soutenir et de la conduire vers un fauteuil. En réalité, il n'avait qu'une idée, se rapprocher de la table sur laquelle il avait posé son revolver, saisir cette arme et tirer. Siméon ne bougeait pas.
pareil à quelques génies du mal venus pour déchaîner la tempête. Coralie ne pouvait s'affranchir de ce regard qui pesait sur elle. Non, murmurait-elle en résistant, comme si elle eût peur que le projet de Patrice ne précipitât le dénouement redouté. Non, il ne faut pas. Mais plus résolu qu'elle, Patrice atteignait le but. Encore un effort et sa main touchait au revolver. Il se décida rapidement. L'arme fut braquée d'un coup, la détonation retentit. En haut, la tête disparut. Ah, fit Coralie, vous avez eu tort, Patrice, il va se venger. Non, peut-être pas, dit Patrice, le revolver au poing. Non, qui sait si je ne l'ai pas touché? La balle a frappé le bord du châssis. Mais un ricochet peut-être, et alors? Ils attendirent, la main dans la main, avec un peu d'espoir. Espoir qui dura peu. Sur le toit, le bruit recommença. Puis, comme autrefois, et cela vraiment ils eurent l'impression de l'avoir déjà vu, comme autrefois quelque chose passa par l'ouverture. Quelque chose qui descendait, qui se déroula au milieu de la pièce. Une échelle de corne. Celle-là même que Patrice avait avisée, dans le placard du vieux Siméon. Comme autrefois, il regardait, et il savait si bien que tout recommençait, et que les faits s'enchaînaient les uns aux autres avec une rigueur implacable, que leurs yeux cherchaient aussitôt l'inévitable feuille qui devait être épinglée à l'échelon inférieur. Elle s'y trouvait, formant comme un rouleau de papier. Elle était jaunie, sèche, usée. C'était la feuille d'autrefois, écrite 20 ans auparavant par Essarès, et qui servait, comme autrefois, à la même œuvre de tentation et de menace. Que Coralie monte seule. Elle aura la vie sauve. Je lui donne 10 minutes pour accepter. Sinon... Fin du chapitre 12. Chapitre 13 de Le Triangle d'Or par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 13 Les clous du cercueil. Sinon, ce mot, Patrice le répéta machinalement à diverses reprises, tandis que la signification redoutable leur en apparaissait à tous deux. Sinon, cela voulait dire que si Coralie n'obéissait pas et ne se livrait pas à l'ennemi, si elle ne s'enfuyait pas de la prison pour suivre celui qui tenait les clés de la prison, c'était la mort. En cet instant, ils ne songeaient plus ni l'un ni l'autre au genre de mort qui leur était réservé, ni même à cette mort. Ils ne songeaient qu'à l'ordre de séparation que l'ennemi leur adressait. L'un devait partir et l'autre mourir. La vie était promise à Coralie si elle sacrifiait Patrice. Mais à quel prix cette promesse? Et par quoi se paierait le sacrifice imposé? Il y eut, entre les deux jeunes gens, un long silence, plein d'incertitude et d'angoisse. Maintenant, quelque chose se précisait, et le drame ne se passait plus absolument en dehors d'eux, et sans qu'ils y participassent autrement que comme victimes impuissantes. Il se passait en eux, et ils avaient la faculté d'en changer le dénouement. Problème terrible. Déjà, il avait été posé à la Coralie d'autrefois, et elle l'avait résolu dans le sens de l'amour, puisqu'elle était morte. Il se posait de nouveau. Patrice lut sur l'inscription, et les mots, tracés rapidement, devenaient moins distincts. Patrice lut « J'ai supplié Coralie. Elle s'est jetée à mes genoux, elle veut mourir avec moi. » Patrice observa la jeune femme. Il avait dit cela très bas, et elle n'avait point entendu. Alors, il l'attira vivement contre lui, dans un élan de passion, et il s'écria « Tu vas partir, Coralie. Tu comprends bien que, si je ne l'ai pas dit tout de suite, ce n'est pas par hésitation, non. Seulement, je songeais à l'offre de cet homme, et j'ai peur pour toi. C'est épouvantable, ce qu'il demande, Coralie. S'il te promet la vie sauve, c'est qu'il t'aime. Et alors, tu comprends? N'importe, Coralie, il faut obéir, il faut vivre. Va-t'en. Inutile d'attendre que les 10 minutes soient écoulées. Il pourrait se raviser, te condamner à mort, toi aussi. Non, Coralie, va-t'en, tout de suite. Elle répondit simplement. Je reste. Il eut un sursaut. Mais c'est de la folie. Pourquoi ce sacrifice inutile? As-tu donc peur de ce qui pourrait arriver si tu lui obéissais? Non. Alors va-t'en. Je reste. Mais pourquoi? Pourquoi cette obstination? Elle ne sert à rien. Pourquoi? Parce que je vous aime, Patrice. Il demeura confondu. Il n'ignorait pas que la jeune femme l'aima, et il le lui avait dit. Mais qu'elle l'aima jusqu'à mourir à ses côtés, c'était une joie imprévue, délicieuse, et terrible en même temps. Ah, fit-il, tu m'aimes, ma Coralie, tu m'aimes. Je t'aime, mon Patrice. Elle lui entourait le cou de ses bras, et il sentait que cet enlacement était de ceux dont on ne peut se déprendre. Pourtant il ne céda pas, résolu à la sauver. Justement, dit-il, si tu m'aimes, tu dois obéir et vivre. Crois bien qu'il m'est 100 fois plus douloureux de mourir avec toi que seule. Si je te sais libre et vivante, la mort me sera douce. Elle n'écoutait pas, et elle poursuivait son aveu,
heureuse de le faire, heureuse de prononcer des paroles qu'elle gardait en elle depuis si longtemps. Je t'aime du premier jour, mon Patrice. Je n'ai pas eu besoin que tu me le dises pour le savoir. Et si je ne te l'ai pas dit plus tôt, c'est que j'attendais un événement solennel, une circonstance où ce serait bon de te le dire en te regardant au fond des yeux et en m'offrant à toi tout entière. Puisque c'est au seuil de la mort que j'ai dû parler, écoute-moi et ne m'impose pas une séparation qui serait pire que la mort. Non, non, fit-il en essayant de se dégager. Ton devoir est de partir. Mon devoir est de rester auprès de celui que j'aime. Il fit un effort et lui saisit les mains. Ton devoir est de fuir, murmura-t-il. Et quand tu seras libre, de tout tenter pour mon salut. Que dis-tu, Patrice? Oui, reprit-il, pour mon salut. Rien ne prouve que tu ne pourras pas t'échapper des griffes de ce misérable. Le dénoncer, chercher du secours, avertir nos amis. Tu riras, tu emploieras quelques ruses. Elle le regardait avec un sourire si triste et un tel air de doute qu'il s'interrompit. Tu essayes de m'abuser, mon pauvre bien-aimé, dit-elle. Mais tu n'es pas plus que moi, dupe de tes paroles. Non, Patrice, tu sais bien que si je me livre à cet homme, il me réduira au silence et me gardera dans quelques réduits, pieds et poings liés, jusqu'à ton dernier soupir. En es-tu sûr? Comme toi, Patrice, de même que tu es sûr de ce qui arrivera ensuite. Qu'arrivera-t-il? Voyons, Patrice, si cet homme me sauve, ce n'est pas par générosité. Son plan, n'est-ce pas? Une fois que je serai sa captive, son plan abominable, tu le prévois. Et tu prévois aussi, n'est-ce pas, le seul moyen que j'aurai de m'y soustraire. Allons, mon Patrice, si je dois mourir dans quelques heures, pourquoi ne pas mourir maintenant dans tes bras, en même temps que toi, tes lèvres sur mes lèvres? Est-ce la mort, cela? N'est-ce pas vivre en un instant la plus belle des vies? Il résistait à son étreinte. Il savait qu'au premier baiser de ses lèvres qui s'offrait, il perdrait toute volonté. C'est affreux, murmura-t-il. Comment veux-tu que j'accepte ton sacrifice, toi, si jeune, avec toutes les années de bonheur qui t'attendent? Des années de deuil et de désespoir, si tu n'es plus là. Il faut vivre, Coralie, de toute mon âme, je t'en supplie. Je ne puis vivre sans toi, Patrice. Tu es ma seule joie. Je n'ai plus d'autre raison d'être que de t'aimer. Tu m'as appris l'amour, je t'aime. Oh, les divines paroles! Elles résonnaient pour la seconde fois entre les quatre murs de la pièce. Mêmes paroles d'amour prononcées par la fille, et que la mère avait prononcées avec la même passion et la même ardeur d'immolation. Mêmes paroles que le souvenir de la mort, et que la mort imprégnait d'une émotion doublement sacrée. Coralie les disait sans effroi. Toute sa peur semblait se perdre dans son amour, et l'amour seul faisait trembler sa voix et troublait ses beaux yeux. Patrice la contemplait d'un regard exalté. Maintenant il jugeait, lui aussi, que de telles minutes valaient bien de mourir. Cependant il fit un effort suprême. Et si je t'ordonnais de partir, Coralie? C'est-à-dire, murmura-t-elle, si tu m'ordonnais de rejoindre cet homme et de me livrer à lui? Voilà ce que tu voudrais, Patrice? Il frémit sous le choc. Oh, l'horreur! Cet homme, toi, ma Coralie, si pure, si fraîche! Cet homme, ni elle ni lui, ne se le représentait sous l'image très précise de Siméon. L'ennemi gardait, même pour eux, malgré l'affreuse vision apparue là-haut, un caractère mystérieux. C'était peut-être Siméon, c'était un autre peut-être, dont il n'était que l'instrument. En tout cas, c'était l'ennemi, le génie malfaisant, accroupi au-dessus de leur tête qui préparait leur agonie, et dont le désir infâme poursuivait la jeune femme. Patrice demanda seulement. Tu ne t'es jamais aperçu que Siméon te recherchait? Jamais, jamais, il ne me recherchait pas. Peut-être même m'évitait-il. C'est qu'il est fou alors. Il n'est pas fou, je ne crois pas. Il se venge. Impossible. Il était l'ami de mon père. Toute sa vie, il a travaillé pour nous réunir. Et maintenant, il nous tuerait volontairement. Je ne sais pas, Patrice, je ne comprends pas. Ils ne parlèrent plus de Siméon. Cela n'avait point d'importance que la mort leur vînt de celui-ci ou de celui-là. C'était contre elle qu'il fallait combattre, sans se soucier de ce qui la dirigeait. Or, que pouvait-il contre elle? Tu acceptes, n'est-ce pas, Patrice? Fit Coralie à voix basse. Il ne répondit pas. Elle reprit. Je ne partirai pas, mais je veux que tu sois d'accord avec moi, je t'en supplie. C'est une torture de penser que tu souffres davantage. Il faut que notre part soit égale. Tu acceptes, n'est-ce pas? Oui, dit-il. Donne-moi tes deux mains. Regarde au fond de mes yeux et sourions, mon Patrice. Ils s'abîmèrent un instant dans une sorte d'extase, éperdus d'amour et de désir. Mais elle lui dit. Qu'est-ce que tu as, mon Patrice? Te voilà encore bouleversé? Regarde, regarde. Il poussa un cri rauque. Cette fois, il était certain de ce qu'il avait vu. L'échelle remontait. Les 10 minutes étaient écoulées. Il se précipita et saisit violemment un des barreaux. Elle ne bougea plus. Que voulait-il faire? Il l'ignorait.
Cette échelle offrait la seule chance de salut pour Coralie. Allait-il y renoncer et se résigner à l'inévitable? 1 minute, 2 minutes se passèrent. En haut, on avait dû raccrocher de nouveau l'échelle, car Patrice sentait la résistance qu'offre une chose fixée solidement. Coralie le supplia. Patrice, Patrice, qu'espères-tu? Il regardait autour de lui et au-dessus de lui, comme s'il lui cherchait une idée, et il semblait regarder aussi en lui-même, comme si, cette idée, il le cherchait parmi tous les souvenirs qu'il avait accumulés, au moment où son père tenait aussi l'échelle, dans une tension dernière de sa volonté. Et soudain, d'un seul élan de sa jambe gauche, il posa le pied sur le 5e échelon, tout en s'enlevant à bout de bras le long des montants de cordes. Tentative absurde. Escalader l'échelle, atteindre la lucarne, s'emparer de l'ennemi et par là se sauver et sauver Coralie? Et si son père avait échoué, comment admettre que lui pût réussir? Cela ne dura certes pas 3 secondes. Brusquement, Patrice retomba. L'échelle avait été aussitôt détachée de l'écrou qui, sans doute, la tenait suspendue à la lucarne, et retombait également à côté de Patrice. Et en même temps, un éclat de rire strident jaillit là-haut. Puis aussitôt, un bruit se fit entendre. La lucarne fut refermée. Patrice se releva furieux, injuria l'ennemi, et sa rage croissant tira 2 coups de revolver qui brisèrent 2 vitres. Il s'en prit ensuite aux fenêtres et aux portes, sur lesquelles il cogna à l'aide du chenet. Il frappa les murs, il frappa le parquet, il montra les poings aux démons invisibles qui se moquaient de lui. Mais subitement, après quelques gestes dans le vide, il fut immobilisé. Quelque chose comme un voile épais avait glissé là-haut, et c'était l'obscurité. Il comprit. L'ennemi avait rabattu sur la lucarne un volet qui la recouvrait entièrement. Patrice, Patrice, cria Coralie que les ténèbres affelaient, et qui perdit toute sa force d'âme. Patrice, où es-tu, mon Patrice? Ah, j'ai peur, où es-tu? Alors, ils se cherchèrent à tâtons comme des aveugles, et rien ne leur avait paru encore plus affreux que d'être égarés dans cette nuit impitoyable. Patrice, où es-tu, mon Patrice? Leurs mains se heurtèrent, les pauvres mains glacées de Coralie, et celles de Patrice, que la fièvre rendait brûlantes. Et elles se pressaient les unes contre les autres, s'enlaçaient et s'agrippaient, comme si elles eussent été les signes palpables de leur existence. Ah, ne me quitte pas, mon Patrice, implorait la jeune femme. Je suis là, répondit-il, ne crains rien, on ne peut pas nous séparer. Elle balbutia. On ne peut pas nous séparer, tu as raison, nous sommes dans notre tombeau. Et le mot était si terrible, et Coralie le prononça d'une voix si douloureuse, que Patrice eut un sursaut de révolte. Mais non, que dis-tu? Il ne faut pas désespérer. Jusqu'au dernier moment, le salut est possible. Il dégagea une de ses mains et braqua son revolver sur la clarté qui filtrait par des interstices autour de la lucarne. Il tira 3 fois. Ils entendirent le craquement du bois et le ricanement de l'ennemi. Mais le volet devait être doublé de métal, car aucune fente ne se produisit. Et tout de suite d'ailleurs, les interstices furent bouchés, et ils se rendirent compte que l'ennemi exécutait le même travail qu'il avait accompli autour des fenêtres et des portes. Cela fut assez long et dut être fait minutieusement. Puis il y eut un autre travail qui compléta le premier. L'ennemi cloua le volet contre le châssis de la lucarne. Bruit épouvantable. Les coups de marteau étaient légers et rapides, mais comme ils pénétraient profondément en leur cerveau. C'était leur cercueil que l'on clouait, leur grand cercueil, qui faisait peser sur eux un couvercle clos hermétiquement. Plus d'espoir, plus de secours possible. Chaque coup de marteau renforçait la prison noire et multipliait les obstacles, élevant, entre le monde et eux, des murs qu'aucune puissance humaine ne pouvait renverser. Patrice, bégaya Coralie, j'ai peur. Oh, ces coups me font mal. Elle défaillait entre les bras de Patrice. Il sentait que des pleurs coulaient sur ses joues. L'œuvre s'achevait cependant là-haut. Ils avaient cette impression effarante que doivent éprouver les condamnés à l'aube de leur dernier jour. Du fond de leurs cellules, ils entendent les préparatifs, la machine sinistre que l'on monte, ou les batteries électriques qui fonctionnent déjà. Des hommes s'ingénient à ce que tout soit prêt, pour qu'aucune chance favorable ne demeure, et que le destin s'accomplisse dans toute sa rigueur inflexible. Le leur allait s'accomplir. La mort était au service de l'ennemi. La mort et l'ennemi travaillaient ensemble. Il était la mort lui-même, agissant, combinant, et menant la lutte contre ceux qu'il avait résolu de supprimer. « Ne me quitte pas, dit Coralie en sanglotant, ne me quitte pas. » « Quelques secondes seulement, dit-il. Il faut que nous soyons vengés plus tard. À quoi bon, mon Patrice? Qu'est-ce que cela peut nous faire? » Il avait quelques allumettes dans une boîte. Tout en les allumant, les unes après les autres, il conduisit Coralie vers le panneau de l'inscription.
Que veux-tu demanda-t-elle. Je ne veux pas que l'on attribue notre mort à un suicide. Je veux répéter ce que nos parents ont fait et préparer l'avenir. Quelqu'un lira ce que je vais écrire et nous vengera. Il se baissa et prit un crayon dans sa poche. Il y avait un espace libre tout en bas sur le panneau. Il traça. Patrice Belval et sa fiancée Coralie meurent de la même mort, assassinés par Siméon Diodokis le 14 avril 1915. Mais comme il finissait d'écrire, il aperçut quelques mots de l'ancienne inscription qu'il n'avait pas lus jusqu'ici parce qu'ils étaient, pour ainsi dire, placés en dehors, et qu'il semblait n'en point faire partie. Une allumette encore, prononça-t-il. Tu as vu? Il y a là des mots. Les derniers sans doute que mon père a écrits. Elle alluma. À la lueur vacillante, ils déchiffrèrent un certain nombre de lettres mal formées, visiblement jetées à la hâte et qui composaient de mots. Asphyxié, oxyde. L'allumette s'éteignit. Ils se relevèrent silencieux. L'asphyxie. C'était de cette façon, ils le comprenaient, que leurs parents avaient péri et qu'eux-mêmes allaient périr. Mais ils ne saisissaient pas bien encore comment la chose se produirait. Le manque d'air ne serait jamais assez absolu pour les asphyxier. Dans cette vaste pièce, où la quantité d'air pourrait suffire durant des jours et des jours. À moins que, murmura Patrice, à moins que la qualité de cet air puisse être modifiée, et que, par conséquent, il s'arrêta puis reprit. Oui, c'est cela, je me souviens. Il dit à Coralie ce qu'il soupçonnait, ou plutôt ce qui s'adaptait si bien à la réalité que le doute n'était plus possible. Dans le placard du vieux Siméon, il n'avait pas vu seulement cette échelle de corde que le fou avait apportée, mais aussi un rouleau de tuyaux en plomb. Et alors la conduite de Siméon, depuis l'instant même où ils étaient enfermés, ses allées et venues autour du pavillon, le soin avec lequel il avait bouché tous les interstices, son travail le long du mur et sur le toit, tout s'expliquait de la manière la plus précise. Le vieux Siméon avait tout simplement branché sur un compteur à gaz, placé probablement dans la cuisine, le tuyau qu'il avait ensuite amené contre le mur et couché sur le toit. C'était donc ainsi, de même qu'avaient péri leurs parents, qu'ils allaient périr, eux, asphyxiés par le gaz d'éclairage. Tous deux ensemble, ils eurent comme un accès d'effarement. Et ils coururent dans la pièce, au hasard, se tenant par la main, le cerveau en désordre, sans idée, sans volonté, pareil à de petites choses que secouent la plus violente des tempêtes. Coralie disait des paroles incohérentes. Patrice, qui la suppliquait d'être calme, était lui-même emporté dans la tourmente, et impuissant à réagir contre l'épouvantable sensation de détresse que donne le poids des ténèbres où la mort vous guette. On veut fuir, on veut échapper à ce souffle froid qui déjà vous glace la nuque. Il faut fuir, il le faut, mais où? Par où? Les murailles sont infranchissables, et les ténèbres plus dures encore que les murailles. Ils s'arrêtèrent, épuisés. Un sifflement fusait de quelque part, le léger sifflement qui sort d'un bec de gaz mal fermé. Ayant écouté, ils se rendirent compte que cela venait d'en haut. Le supplice commençait. Patrice chuchota. Il y en a pour une demi-heure, 1 heure au plus. Elle avait repris conscience d'elle-même, et elle répondit. Soyons courageux, Patrice. Ah, si j'étais seule, mais toi, ma pauvre Coralie. Elle dit à voix très basse. On ne souffre pas. Tu souffriras, toi qui es si faible. On souffre d'autant moins qu'on est faible. Et puis, je le sais, nous ne souffrirons pas, mon Patrice. Elle semblait tout à coup si sereine qu'à son tour il fut empli d'une grande paix. Ils se turent, les doigts toujours entrelacés, assis sur un large divan. Ils s'imprégnaient peu à peu du grand calme qui se dégage des événements que l'on considère pour ainsi dire comme accomplis, et qui est de la résignation, de la soumission aux forces supérieures. Des natures comme les leurs ne se révoltent plus lorsque l'ordre du destin est manifeste et qu'il n'y a plus qu'à obéir et à prier. Elle entoura le cou de Patrice et prononça. Devant Dieu, tu es mon fiancé. Qu'il nous accueille, comme il accueillerait 2 époux. Sa douceur le fit pleurer. Elle sécha ses larmes avec des baisers, et ce fut elle-même qui donna ses lèvres à Patrice. Ah, dit-il, tu as raison, c'est vivre que de mourir ainsi. Un silence infini les baigna. Ils sentirent les premières odeurs de gaz qui descendirent autour d'eux, mais ils n'en éprouvèrent point de terreur. Patrice chuchota. Tout se passera comme autrefois, jusqu'à la dernière seconde, Coralie. Ta mère et mon père, qui s'aimaient, comme nous nous aimons, sont morts aussi dans les bras l'un de l'autre, et les lèvres jointes. Ils avaient décidé de nous unir, et ils nous ont unis. Elle murmura. Notre tombe sera près de la leur. Leurs idées se brouillaient peu à peu, et ils pensaient, ainsi qu'on voit à travers une brume croissante. Comme ils n'avaient pas mangé, la faim ajoutait son malaise à la sorte de vertige où leur esprit sombrait,
insensiblement. Et ce vertige, à mesure qu'il augmentait, perdait tout caractère d'inquiétude ou d'anxiété. C'était plutôt une extase, une torpeur, un anéantissement, un repos, où ils oubliaient l'horreur de n'être plus bientôt. La première, Coralie fut prise de défaillance et prononça des paroles de délire qui d'abord étonnèrent Patrice. Mon bien-aimé, ce sont des fleurs qui tombent des roses. Oh, c'est délicieux. Mais il éprouva lui aussi la même béatitude et une même exaltation, qui se traduisait par de la tendresse, par de la joie et de l'émotion. Sans effroi, il la sentit peu à peu fléchir entre ses bras et s'abandonner, et il eut l'impression qu'il la suivait dans un abîme immense, inondé de lumière, où ils planaient tous les deux, en descendant, doucement et sans effort, vers une région heureuse. Des minutes ou des heures coulèrent. Il descendait toujours, lui la portant par la taille, elle, un peu renversée, les yeux clos et souriants. Il se souvenait d'images où l'on voit ainsi des couples de dieux qui glissent dans l'azur, et ivre de clarté et d'air, il faisait de larges cercles au-dessus de la région heureuse. Cependant, comme il en approchait, il se sentit plus las. Coralie était lourde sur son bras plié. La descente s'accéléra. Les ondes de lumière s'assombrirent. Il vint un nuage épais, et puis d'autres, qui formèrent un tourbillon de ténèbres. Et soudain, exténué, de la sueur au front et le corps tout grelottant de fièvre, il tomba dans un grand trou noir. Fin du chapitre 13. Chapitre 14 de Le Triangle d'Or par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 14. Un étrange individu. Ce n'était pas encore tout à fait la mort. En cet état d'agonie, ce qui persistait de sa conscience mêlait, dans une espèce de cauchemar, les réalités de la vie aux réalités imaginaires du monde nouveau où il se trouvait, et qui était celui de la mort. Dans ce monde, Coralie n'existait plus, ce qui lui causait un chagrin fou. Mais il lui semblait entendre et voir quelqu'un, dont la présence se révélait par le passage d'une ombre devant ses paupières baissées. Ce quelqu'un, il se le représentait, sans aucune raison d'ailleurs, sous l'apparence du vieux Siméon, lequel venait constater la mort de ses victimes, commençait par emporter Coralie, puis revenait vers lui Patrice, l'emportait également et l'étendait quelque part. Et tout cela était si précis que Patrice se demandait s'il n'était pas réveillé. Ensuite, il s'écoula des heures ou des secondes. À la fin, Patrice eut l'impression qu'il s'endormait, mais d'un sommeil infernal, durant lequel il souffrait, physiquement et moralement, comme doit souffrir un damné. Il était revenu au fond du trou noir, d'où il faisait des efforts désespérés pour sortir, comme un homme tombé à la mer et qui chercherait à regagner la surface. Il traversait ainsi, avec quelle difficulté, des couches d'eau dont le poids l'étouffait. Il devait les escalader en s'accrochant des pieds et des mains à des choses qui glissaient, à des échelles de corde qui, n'ayant pas de point de support, s'affaissaient. Pourtant, les ténèbres devenaient moins épaisses. Un peu de jour glauque s'y mêlait. Patrice se sentait moins oppressé. Il entr'ouvrit les yeux, respira plusieurs fois et vit autour de lui un spectacle qui le surprit. L'embrasure d'une porte ouverte, auprès de laquelle il était couché, en plein air, sur un divan. Sur un autre divan, à côté de lui, il aperçut Coralie, étendue. Elle remuait et semblait souffrir infiniment. Il pensa, elle remonte du trou noir. Comme moi, elle s'efforce, ma pauvre Coralie. Entre eux, il y avait un guéridon. Et sur ce guéridon, 2 verres d'eau. Très altéré, il en prit un, mais il n'osa l'avaler. À ce moment, quelqu'un sortit par la porte ouverte qui était, Patrice se rendit compte, la porte du pavillon. Et ce quelqu'un, Patrice constata que ce n'était pas le vieux Siméon, comme il l'avait cru, mais un étranger qu'il n'avait jamais vu. Il se dit, je ne dors pas, je suis sûr que je ne dors pas et que cet étranger est un ami. Et il essayait de dire ces choses-là à haute voix pour que sa certitude en fût mieux établie. Mais il n'avait pas de force. Pourtant, l'étranger s'approcha de lui et prononça doucement. Ne vous fatiguez pas, mon capitaine, tout va bien. Tenez, il faut boire. L'étranger lui présenta alors un des 2 verres que Patrice vida d'un trait, sans défiance. Et il fut heureux de voir que Coralie buvait de même. Oui, tout va bien, dit-il, mon Dieu. Comme c'est bon de vivre. Coralie est bien vivante, n'est-ce pas? Il n'entendit pas la réponse et s'endormit d'un sommeil bienfaisant. Lorsqu'il se réveilla, la crise était finie.
bien qu'il éprouvât encore quelques bourdonnements dans le cerveau et du mal à respirer jusqu'au bout de son souffle. Cependant, il se leva, et il comprit que toutes ses sensations avaient été exactes, qu'il se trouvait à l'entrée du pavillon, que Coralie avait vidé le deuxième verre d'eau et qu'elle dormait paisiblement. Et il répéta à haute voix « Comme c'est bon de vivre !» Il voulait agir cependant, mais il n'osa pas pénétrer dans le pavillon malgré les portes ouvertes. Il s'en éloigna, côtoya le cloître réservé aux tombes, puis, et sans but précis, car il ne savait pas encore la raison de ses actes, ne comprenait absolument rien à ce qui lui arrivait et marchait au hasard, il revint vers le pavillon, sur l'autre façade, celle qui dominait le jardin, et tout à coup s'arrêta. À quelques mètres en avant de la façade, au pied d'un arbre qui bordait le sentier oblique, un homme était renversé sur une chaise longue en osier, la tête à l'ombre, les jambes au soleil. Il semblait assoupi. Un livre était entr'ouvert sur ses genoux. Alors, et seulement alors, Patrice se rendit compte nettement que Coralie et lui avaient échappé à la mort, qu'ils étaient bien vivants tous deux, et que leur sauveur, ce devait être cet homme dont le sommeil indiquait un état de sécurité absolue et de conscience satisfaite. Il l'examina. Mince, les épaules larges, le teint mat, une fine moustache aux lèvres, quelques cheveux gris aux tempes, l'inconnu semblait avoir tout au plus une cinquantaine d'années. La coupe de ses vêtements indiquait un grand souci d'élégance. Patrice se pencha et regarda le titre de volume, Les Mémoires de Benjamin Franklin. Il lut aussi les initiales qui ornaient la coiffe d'un chapeau, posé sur l'herbe, L.P. C'est lui qui m'a sauvé, se dit Patrice, je le reconnais. Il nous a transportés tous les deux hors de l'atelier, et il nous a soignés. Mais comment un tel miracle s'est-il produit? Qui nous l'a envoyé? Il lui frappa l'épaule. Tout de suite, l'homme fut debout, et sa figure s'éclaira d'un sourire. Excusez-moi, mon capitaine, mais ma vie est si remplie que, quand j'ai quelques minutes, j'en profite pour dormir. N'importe où, comme Napoléon, n'est-ce pas? Mon Dieu, oui, cette petite ressemblance n'est pas pour me déplaire. Mais c'est assez parlé de moi. Et vous, mon capitaine, comment ça va-t-il? Et maman Coralie, son exposition est finie? Je n'ai pas cru, après avoir ouvert les portes et vous avoir transporté dehors, qu'il fût utile de vous éveiller. J'étais tranquille, j'avais fait le nécessaire. Vous respiriez tous les deux. Le bon air pur se chargerait du reste. Il s'interrompit, et devant l'attitude interloquée de Patrice, son sourire fit place à un rire joyeux. Ah, j'oubliais, vous ne me connaissez pas. C'est vrai, la lettre que je vous ai écrite a été interceptée. Il faut donc que je me présente. Don Luis Perena, d'une vieille famille espagnole, noblesse authentique, papier en règle. Son rire redoubla. Mais je vois que cela ne vous dit rien. Sans doute Yabon m'aura désigné autrement, quand il écrivait mon nom sur le mur de cette rue il y a une quinzaine de jours, un soir. Ah ah, vous commencez à comprendre. Ma foi, oui, le monsieur que vous appeliez à votre secours, dois-je prononcer le nom tout crûment? Allons-y, mon capitaine. Donc, pour vous servir, Arsène Lupin. Patrice était stupéfait. Il avait complètement oublié la proposition de Yabon et l'autorisation distraite qu'il avait donnée aux Sénégalais de faire appel au fameux aventurier. Et voilà qu'Arsène Lupin était là, devant lui. Et voilà qu'Arsène Lupin, d'un seul effort de sa volonté, par un miracle incroyable, l'avait retiré, ainsi que Coralie, du fond même de leur cercueil, hermétiquement clos. Il lui tendit la main et prononça « Merci ». « Chut !» dit Don Luis gaiement, « pas de merci. Une bonne poignée de main, ça suffit. Et l'on peut me serrer la main, croyez-le, mon capitaine. Si j'ai sur la conscience quelques peccadilles, j'ai commis en revanche un certain nombre de bonnes actions qui doivent me gagner l'estime des honnêtes gens, à commencer par la mienne. Donc, il s'interrompit de nouveau, sembla réfléchir, et tout en prenant Patrice par un des boutons de son holman, il articula. Ne bougez pas, on nous espionne. Mais qui? Quelqu'un qui se trouve sur le quai, tout au bout du jardin. Le mur n'est pas haut et il y a une grille en dessus. On regarde à travers les barreaux de cette grille et on cherche à nous voir. Comment le savez-vous? Vous tournez le dos au quai et il y a les arbres en plus. Écoutez. N'entends rien de spécial? Si, le bruit d'un moteur. Le moteur d'une auto arrêtée. Or, que ferait une auto arrêtée sur le quai, en face d'un mur auprès duquel il n'y a point d'habitation? Et alors, selon vous, qui serait-ce? Parbleu, le vieux Siméon? Siméon? Certes, il se rend compte si décidément je vous ai sauvés tous les deux. Il n'est donc pas fou? Fou, lui? Pas plus que vous et moi. Cependant, vous voulez dire que Siméon vous protégeait? Que son but était de vous réunir tous les deux? Qu'il vous a envoyé la clé du jardin, etc. Vous savez tout cela? Il le faut bien. Sans quoi, comment vous aurais-je secouru? Mais,
dit Patrice avec anxiété. Si ce bandit revient à la charge, ne devons-nous pas prendre certaines précautions? Retournons au pavillon, Coralie est seule. Aucun danger. Pourquoi? Je suis là. La stupeur de Patrice augmentait. Il demanda. Siméon vous connaît donc? Il sait donc que vous êtes ici? Oui, par une lettre que je vous ai écrite sous le couvert de Gabon et qu'il a interceptée. J'annonçais mon arrivée et il s'est hâté d'agir. Seulement, suivant mon habitude en ces occasions, j'ai avancé mon arrivée de quelques heures, de sorte que je l'ai surpris en pleine action. À ce moment, vous ignoriez que ce fut lui l'ennemi, vous ne saviez rien. Rien du tout. C'était ce matin? Non, cet après-midi, à 1h03. Patrice tira sa montre. Et il en est 4. Donc, en 2 heures? Même pas. Il y a 1 heure que je suis ici. Vous avez interrogé Gabon? Si vous croyez que j'ai perdu mon temps, Gabon m'a simplement répondu que vous n'étiez pas là, ce qui commençait à l'étonner. Alors, j'ai cherché où vous étiez. Comment? J'ai d'abord fouillé votre chambre. Et en fouillant votre chambre, comme je sais le faire, j'ai fini par découvrir qu'il y avait une fente au fond de votre bureau à cylindre, et que cette fente s'ouvrait en regard d'une autre fente, pratiquée dans le mur de la pièce voisine. J'ai donc pu attirer le registre sur lequel vous teniez votre journal et prendre connaissance des événements. C'est ainsi d'ailleurs que Siméon était au courant de vos moindres intentions. C'est ainsi qu'il a su votre projet de venir ici en pèlerinage le 14 avril. C'est ainsi que, la nuit dernière, vous voyant écrire, il a préféré, avant de vous attaquer, savoir ce que vous écriviez. Le sachant, et apprenant par vous-même que vous étiez sur vos gardes, il s'est abstenu. Vous voyez combien tout cela est facile. Monsieur Desmalions, inquiet de votre absence, aurait tout aussi bien réussi, mais il aurait réussi demain. C'est-à-dire trop tard, fit Patrice. Oui, trop tard. Ce n'est pas son affaire ni celle de la police. Aussi j'aime mieux qu'elle ne s'en mêle pas. J'ai demandé le silence à vous mutiler sur tout ce qui peut leur paraître équivoque. De sorte que, si monsieur Desmalions vient aujourd'hui, il croira que tout est en ordre. Et puis, tranquille de ce côté, muni par vous des renseignements nécessaires, j'ai, en compagnie de Gabon, franchi la ruelle et pénétré dans ce jardin. La porte en était ouverte? Non, mais au même moment, Simon sortait du jardin. Malchance pour lui, n'est-ce pas? Et dont j'ai profité hardiment. J'ai mis la main sur la clenche et nous sommes entrés, sans qu'il osât protester. Et certes, il a bien su qui j'étais. Mais vous ignoriez alors que ce fut lui l'ennemi? Comment je l'ignorais, votre journal? Je ne me doutais pas. Mais, mon capitaine, chaque page est une accusation contre lui. Il n'y a pas un incident auquel il n'ait été mêlé, pas un forfait qu'il n'ait préparé. En ce cas, il fallait le prendre au collet. Et après, à quoi cela m'aurait-il servi? L'aurais-je contraint à parler? Non. C'est en le laissant libre que je le tiendrai le mieux. C'est alors qu'il se perdra. Vous voyez bien, le voilà déjà qui rôde autour de la maison au lieu de filer. Et puis j'avais mieux à faire. Vous secourir d'abord tous les deux, s'il en était temps encore. Gabon et moi, nous avons donc galopé jusqu'à la porte du pavillon. Elle était ouverte, mais l'autre, celle de l'escalier, était fermée à clé et au verrou. Je tirai les 2 verrous, et ce fut un jeu pour nous de forcer la serrure. Alors, rien qu'à l'odeur du gaz, j'ai compris. Siméon avait dû brancher un vieux compteur sur quelque conduite extérieure, probablement celle qui alimente les réverbères de la ruelle, et il vous asphyxiait. Il ne nous restait plus qu'à vous sortir tous les deux et à vous donner les soins habituels, massage, traction, etc. Vous étiez sauvés. Patrice demanda. Sans doute a-t-il enlevé toute son installation de mort? Non. Il se réservait évidemment de revenir et de mettre tout en ordre, afin que son intervention ne pût être établie, et que l'on crût à votre suicide mystérieux, décès sans cause apparente. Bref, le même drame qu'autrefois entre votre père et la mère de maman Coralie. Vous savez donc? Et quoi? N'ai-je pas des yeux pour lire? Et l'inscription du mur, les révélations de votre père. J'en sais autant que vous, mon capitaine, et peut-être davantage. Davantage? Mon Dieu, l'habitude, l'expérience, bien des problèmes, indéchiffrables pour les autres, me semblent à moi les plus simples et les plus clairs du monde. Ainsi? Don Luis hésita, puis à la fin répondit. Non, non, il est préférable que je ne parle pas. L'ombre se dissipera peu à peu. Attendons, pour l'instant. Il prêta l'oreille. Tenez, il a dû vous voir, et maintenant qu'il est renseigné, il s'en va. Patrice s'émut. Il s'en va. Vous voyez, il eût mieux valu s'emparer de lui. Le retrouvera-t-on jamais, le misérable? Pourrons-nous nous venger? Don Luis sourit. Voilà que vous traitez de misérable l'homme qui veille sur vous depuis 20 ans et qui vous a rapproché de maman Coralie, votre bienfaiteur. Ah, est-ce que je sais? Tout cela est tellement obscur. Je ne puis que le haïr. Je suis désolé de sa fuite. Je voudrais le torturer. Et cependant, il avait eu un geste de désespoir et se tenait la tête entre les mains.
Don Louis se réconforta. Ne craignez rien. Jamais il n'a été plus près de sa perte qu'à la minute actuelle. Je l'ai sous la main comme cette feuille d'arbre. Mais comment? L'homme qui conduit son automobile est à moi. Quoi? Que dites-vous? Je dis que j'ai mis l'un de mes hommes sur un taxi. Que ce taxi, selon mon ordre, rôdait au bas de la ruelle, et que Siméon n'a pas manqué de sauter dedans. C'est-à-dire que vous le supposez? Précisa Patrice de plus en plus interloqué. J'ai reconnu le bruit du moteur au bas du jardin quand je vous ai averti. Et vous êtes sûr de votre homme? Certain. N'importe. Simon peut se faire conduire loin de Paris, donner un mauvais coup à cet homme, et alors, quand serons-nous prévenus? Si vous croyez que l'on sort de Paris et qu'on se balade sur les grandes routes sans un permis spécial? Non, s'il quitte Paris, Siméon se fera conduire d'abord à une gare quelconque, et nous le saurons 20 minutes après, et aussitôt nous filons. Comment? En auto. Vous avez donc un sauf-conduit, vous? Oui, valable pour toute la France. Est-ce possible? Parfaitement. Et un sauf-conduit authentique encore, au nom de Don Luis Perena, signé par le ministre de l'Intérieur, et contresigné par le président de la République. L'ahurissement de Patrice se changea tout à coup en une violente émotion. Dans l'aventure terrible où il se trouvait engagé, et où jusque-là, subissant la volonté implacable de l'ennemi, il n'avait guère connu que la défaite et les affres d'une mort toujours menaçante, il advenait souvent qu'une volonté plus puissante surgissait en sa faveur. Et brusquement, tout se modifiait. Le destin semblait changer de direction, comme un navire qu'un bon vent imprévu amène vers le port. Vraiment, mon capitaine, lui dit Don Luis, on croirait que vous allez pleurer comme maman Coralie. Vous avez les nerfs trop tendus, mon capitaine. Et puis la faim, peut-être. Il va falloir vous restaurer. Allons. Il l'entraîna vers le pavillon à pas lents en le soutenant, et il prononça d'une voix un peu grave. Sur tout cela, mon capitaine, je vous demande la discrétion la plus absolue. Sauf quelques anciens amis, et Sophia Bon que j'ai rencontré en Afrique et qui m'a sauvé la vie, personne en France ne me connaît sous mon véritable nom. Je m'appelle Don Luis Perena. Au Maroc, où j'ai combattu, j'ai eu l'occasion de rendre service au très sympathique roi d'une nation voisine de la France, et neutre, lequel, bien qu'obligé de cacher ses vrais sentiments, souhaite ardemment notre victoire. Il m'a fait venir, et comme conséquence, je lui ai demandé de m'accréditer et d'obtenir pour moi un sauf-conduit. J'ai donc, officieusement, une mission secrète qui expire dans 2 jours. Dans 2 jours, je retourne d'où je venais, et où, pendant la guerre, je sers la France à ma façon, qui n'est pas mauvaise, croyez-le bien, comme on le verra un jour ou l'autre. Ils arrivaient tous deux près du siège où dormait maman Coralie. Don Louis arrêta Patrice. Un mot encore, mon capitaine. Je me suis juré, et j'ai donné ma parole à celui qui a eu confiance en moi, que mon temps, durant cette mission, sera exclusivement consacré à défendre, dans la mesure de mes moyens, les intérêts de mon pays. Je dois donc vous avertir que, malgré toute ma sympathie pour vous, je ne saurais prolonger mon séjour d'une seule minute à partir du moment où j'aurai découvert les 1800 sacs d'or. Je n'ai répondu à l'appel de mon ami Gabon que pour cette unique raison. Lorsque les sacs d'or seront en notre possession, c'est-à-dire au plus tard après-demain soir, je m'en irai. D'ailleurs, les 2 affaires sont liées. Le dénouement de l'une sera la conclusion de l'autre. Et maintenant, assez de paroles, assez d'explications. Présentez-moi maman Coralie et travaillons. Il se mit à rire. Pas de mystère avec elle, mon capitaine. Dites-lui mon vrai nom. Je n'ai rien à craindre. Arsène Lupin a toutes les femmes pour lui. 40 minutes plus tard, maman Coralie était dans sa chambre, bien soignée et bien gardée. Patrice avait pris un repas substantiel, tandis que Don Louis se promenait sur la terrasse, en fumant des cigarettes. Ça y est, mon capitaine, nous commençons? Il regarda sa montre. 5h30, nous avons encore plus d'1 heure de jour, c'est suffisant. Suffisant? Vous n'avez pas la prétention, je suppose, d'arriver au but en 1 heure? Au but définitif, non, mais au but que je m'assigne, oui, et même avant. 1 heure? Pourquoi faire, mon Dieu? Dans quelques minutes, nous serons renseignés sur la cachette de l'or. Don Louis se fit conduire à la cave creusée sur la bibliothèque, et où SRS Bay enfermait les sacs d'or, jusqu'au moment de leur expédition. C'est bien par ce soupirail que les sacs étaient jetés, mon capitaine. Oui. Pas d'autre issue? Pas d'autre que l'escalier qui monte à la bibliothèque, et que le soupirail correspondant. Lequel ouvre sur la terrasse? Oui. Donc, c'est clair. Les sacs entraient par le premier et sortaient par le second. Mais il n'y a pas de même, mon capitaine. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Voyez-vous, le tort qu'on a toujours, c'est d'aller chercher midi à 14h. Ils regagnèrent la terrasse. Don Louis se posta près du soupirail et inspecta les alentours immédiats. Ce ne fut pas long. Il y avait à 4 mètres en avant des fenêtres de la bibliothèque un bassin rond, orné en son centre d'une statue d'enfant, qui lançait un jet d'eau par l'entonnoir d'une conque.
Don Luis s'approcha, examina le bassin, et se penchant, atteignit la statuette, qu'il fit tourner sur elle-même de droite à gauche. Le piédestal tourna en même temps d'un quart de cercle. Nous y sommes, dit-il en se relevant. Quoi? Le bassin va se vider. De fait, très rapidement, l'eau baissa, et le fond de la vasque apparut. Don Luis descendit et s'accroupit. La paroi intérieure était recouverte d'une mosaïque de marbre, un large dessin blanc et rouge, composant ce que l'on appelle une grecque. Au milieu de l'un de ces dessins s'encastrait un anneau que Don Luis souleva et tira. Toute la portion de la paroi que formait l'ensemble du dessin répondit à cet appel et s'abattit, laissant un orifice d'environ 30 cm sur 25. Don Luis affirma. Les sacs s'en allaient par là, seconde étape. On les expédiait de la même manière au moyen d'un crochet qui glissait sur un fil de fer. Voilà, en haut de cette canalisation, le fil de fer. Crébleu, s'écria le capitaine Belval. Mais le fil de fer, nous ne pouvons le suivre. Non, mais il nous suffit de savoir où il aboutit. Tenez, mon capitaine, allez jusqu'au bas du jardin, près du mur, en suivant une ligne perpendiculaire à la maison. Là, vous couperez une branche d'arbre un peu haute. Ah, j'oubliais, il me faudra sortir par la ruelle. Vous avez la clé de la porte? Oui, donnez-la moi. Patrice donna la clé, puis se rendit auprès du mur qui bordait le quai. Un peu plus à droite, commanda Don Luis. Encore un peu. Bien, maintenant, attendez. Il sortit du jardin par la ruelle, gagna le quai, et de l'autre côté du mur appela. Vous êtes là, mon capitaine? Oui. Plantez votre branche d'arbre de façon que je la voie d'ici. À merveille. Patrice rejoignit alors Don Luis, qui traversa le quai. Tout le long de la Seine, en contrebas, s'étendent des quais, construits sur la berge même du fleuve et réservés au cabotage. Les péniches y abordent, déchargent leur cargaison, en reçoivent d'autres, et souvent restent amarrées les unes auprès des autres. À l'endroit où Patrice et Don Luis descendaient, par les marches d'un escalier, le quai offrait une série de chantiers, dont l'un, celui auquel ils accédèrent, paraissait abandonné, sans doute depuis la guerre. Il y avait, parmi des matériaux inutiles, plusieurs tas de moellons et de briques, une cabane aux vitres brisées et le soubassement d'une grue à vapeur. Une pancarte, suspendue à un poteau, portait cette inscription. Chantier partout, construction. Don Luis longea le mur de soutènement, au-dessus duquel le quai formait terrasse. Un tas de sable en occupait la moitié, et l'on apercevait, dans le mur, les barreaux d'une grille en fer dans le sable, maintenus par des planches, cachaient la partie inférieure. Don Luis dégagea la grille et dit en plaisantant. Avez-vous remarqué que, dans cette aventure, aucune porte n'est fermée? Espérons qu'il en sera de même pour celle-ci. L'hypothèse se trouva confirmée, ce qui ne manqua pas, malgré tout, d'étonner Don Luis, et il pénétra dans un de ces réduits où les ouvriers serrent leurs instruments. Jusqu'ici, rien d'anormal, murmura Don Luis, qui alluma une lampe électrique. Des seaux, des pioches, des brouettes, une échelle. Ah! Voilà bien ce que je pensais, des rails. Tout un système de rails à petit écartement. Aidez-moi, capitaine. Débarrassons le fond. Parfait, nous y sommes. Au ras du sol, et face à la grille, s'ouvrait un orifice rectangulaire, exactement semblable à celui du bassin. On apercevait le fil de fer en haut. Une suite de crochets y était suspendue. Don Luis expliqua. Donc, ici arrivaient des sacs. Ils tombaient, pour ainsi dire, dans un de ces petits wagonnets que vous voyez en ce coin. Les rails étaient déployés, la nuit bien entendu, traversaient la berge, et les wagonnets étaient dirigés vers une péniche où ils déchargeaient leur contenu. Simple mouvement de bascule. De sorte que l'or de la France s'en allait par là, je ne sais où, à l'étranger. Et vous croyez que les 1800 derniers sacs ont été expédiés aussi? J'en ai peur. Alors nous arrivons trop tard? Il y eut un assez long moment de silence entre les deux hommes. Don Luis réfléchissait. Patrice, bien que déçu par un dénouement qu'il ne prévoyait point, demeurait confondu de l'extraordinaire habileté avec laquelle, en si peu de temps, son compagnon était parvenu à débrouiller une partie de l'écheveau. Il murmura. C'est un vrai miracle. Comment avez-vous pu? Sans un mot, Don Luis sortit de sa poche le livre que Patrice avait avisé sur ses genoux, les mémoires de Benjamin Franklin. Il lui fit signe de lire quelques lignes qu'il montra du doigt. Ces lignes avaient été écrites durant les dernières années du règne de Louis XVI. Elles disaient « Chaque jour, nous allons au village de Passy, qui touche à mon habitation, et où l'on prend les eaux dans un jardin admirable. Les ruisseaux et les cascades y coulent de toutes parts, amenés et reconduits par des canaux fort bien aménagés. Comme on me sait amateur de belle mécanique, on m'a montré le bassin où toutes les eaux des sources sont recueillies. Il suffit de tourner d'un quart de cercle vers la gauche un petit bonhomme de marbre, et tout s'en va, en droite ligne, jusqu'à la Seine.
par un aqueduc qui s'ouvre dans la paroi. Patrice ferma le livre. Don Luis expliqua. Les choses ont changé depuis, sans doute du fait des Sarès baies. L'eau s'échappe autrement, et l'aqueduc servait à l'écoulement de l'or. En outre, le lit du fleuve a été resserré. Des quais ont été construits, sous lesquels passe la canalisation. Voyez, mon capitaine, que tout cela était facile à trouver, étant donné que ce livre me renseignait. Doctus cum libro. Oui, certes, mais encore, fallait-il le lire, ce livre? Un hasard. Je l'ai déniché dans la chambre de Siméon, et je l'ai mis dans ma poche. Curieux de savoir les raisons pour lesquelles il le lisait. Patrice s'écria. Et c'est justement ainsi qu'il aura découvert, lui également, le secret des Sarès baies, secret qu'il ignorait. Il a trouvé le livre parmi les papiers de son maître, et il s'est documenté de cette façon. Qu'en pensez-vous? Non? On croirait que vous n'êtes pas de mon avis. Avez-vous quelque idée? Don Luis ne répondit pas. Il regardait le fleuve. Le long des quais, et un peu à l'écart du chantier, il y avait une péniche amarrée, où il semblait qu'il n'y eût personne. Mais un mince filet de fumée commençait à monter d'un tuyau qui émergeait du pont. Allons donc voir, dit-il. La péniche portait l'inscription « La nonchalante Beaune ». Il leur fallut enjamber l'espace qui la séparait du quai et franchir des cordages et des barriques vides, dont étaient couvertes les parties plates du pont. Une échelle les conduisit dans une sorte de cabine qui servait de chambre et de cuisine. Un homme s'y trouvait, solide d'aspect, le buste large, les cheveux noirs et bouclés et la figure imberbe. Comme vêtements, une blouse et un pantalon de treillis sale et rapiécé. Don Luis lui tendit un billet de 20 francs, que l'homme prit avec vivacité. Un renseignement, camarade. As-tu vu ces jours-ci devant le chantier Berthoud une péniche? Oui, une péniche à moteur, qui est partie hier. Le nom de cette péniche? La Belle Hélène. Les gens qui l'habitaient, 2 hommes et une femme, étaient des gens de l'étranger qui causaient, je ne sais pas en quelle langue. Anglais, je crois, ou espagnol, à moins que... Bref, je ne sais pas. Le chantier Berthoud ne travaille pourtant plus. Non, le patron est mobilisé, qu'on m'a dit. Et puis, les contremaîtres. Tout le monde y passe, n'est-ce pas, même moi? J'attends une convocation, quoique le cœur soit malade. Mais si l'on ne travaille plus au chantier, qu'est-ce que ce bateau faisait là? Je l'ignore. Cependant, ils ont travaillé toute une nuit. Ils avaient déployé des rails sur le quai. J'entendais les wagonnets et on chargeait. Quoi? J'ignore. Et puis au petit matin, démarrage. Où allait-il? Il descendait la rivière du côté de Mantes. Merci, camarade. C'est ce que je voulais savoir. 10 minutes plus tard, en arrivant à l'hôtel Les Sarès, Patrice et Don Luis trouvaient le chauffeur de l'automobile où Siméon Diodokis avait pris place après sa rencontre avec Don Luis. Selon la prévision de Don Luis, Siméon s'était fait conduire à une gare, la gare Saint-Lazare où il avait pris son billet. Pour quelle destination? Demanda Don Luis. Le chauffeur répondit. Pour Mantes. Fin du chapitre 14. Chapitre 15 de Le Triangle d'Or par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 15. La Belle Hélène. Pas d'erreur, fit Patrice. L'avertissement même qui fut donné à M. Desmalions que l'or était expédié, la rapidité avec laquelle le travail fut exécuté, de nuit, sans préparatif, et par les gens même du bateau, la nationalité étrangère de ces gens, la direction qu'ils ont prise, tout concorde. Il est probable qu'il y a, entre la cave où on le jetait et le réduit où il aboutissait, une cachette intermédiaire où l'or séjournait, à moins que les 1800 sacs aient pu attendre leur expédition, suspendus les uns derrière les autres, le long de la canalisation. Mais cela importe peu. L'essentiel est de savoir que la Belle Hélène, blottie dans quelques coins de banlieue, attendait l'occasion propice. Jadis, SRS Bay, par prudence, lui lançait un signal à l'aide de cette pluie d'étincelles que j'ai observée. Cette fois-ci, le vieux Siméon, qui continue l'œuvre des Sarès, sans doute pour son propre compte, a prévenu l'équipage, et les sacs d'or filent du côté de Rouen ou du Havre, où quelque vapeur les emmènera vers l'Orient. Après tout, quelques dizaines de tonnes à fond de cale, sous une couche de charbon, ce n'est rien, qu'en dites-vous? Nous y sommes, n'est-ce pas? Pour moi, il y a là une certitude. Et Mantes, cette ville pour laquelle il a pris son billet, et vers laquelle navigue la Belle Hélène, est-ce clair? Mantes, où il rattrapera sa cargaison d'or, et où il s'embarquera, sous quelque déguisement de matelot, ni vu, ni connu. L'or et le bandit s'évanouissent. Qu'en dites-vous? Pas d'erreur? Cette fois encore, Don Luis ne répondit pas. Cependant, il devait acquiescer aux idées de Patrice, car au bout d'un instant, il déclara. « Soit, j'y vais, nous verrons bien. »
et il dit au chauffeur « File au garage et ramène les 80 chevaux. Avant 1 heure, je veux être à Mantes. Quant à vous, mon capitaine, quant à moi, je vous accompagne. Et qui gardera Maman Coralie? Quel danger court-elle? Personne ne peut plus l'attaquer maintenant. Siméon a manqué son coup et ne songe qu'à sa sûreté personnelle et à ses sacs d'or. Vous insistez? Absolument. Vous avez peut-être tort, mais enfin, cela vous regarde. Partons. Ah, cependant, une précaution. Il appela. Yabon! Le Sénégalais accourut. Si Yabon éprouvait pour Patrice un attachement de bête fidèle, il semblait professer à l'égard de Don Luis un culte religieux. Le moindre geste de l'aventurier le plongeait dans l'extase. Il ne cessait pas de rire en présence du grand chef. Yabon, tu vas tout à fait bien? Ta blessure est finie? Plus de fatigue? Parfait. En ce cas, suis-moi. Il le conduisit jusqu'au quai, un peu à l'écart du chantier Berthoud. Dès 9 heures ce soir, tu prendras la garde ici, sur ce banc. Tu apporteras de quoi manger et boire, et tu surveilleras particulièrement ce qui se passe là, en contrebas. Que se passera-t-il? Peut-être rien du tout, n'importe. Tu ne bougeras pas avant que je sois revenu. À moins qu'il ne se passe quelque chose. Auquel cas, tu agiras en conséquence. Il fit une pause et reprit. Surtout, Yabon, méfie-toi de Siméon. C'est lui qui t'a blessé. Si tu l'apercevais, saute-lui à la gorge et amène-le ici. Mais ne le tue pas, fichtre. Pas de blague, hein? Je ne veux pas que tu me livres un cadavre, mais un homme vivant. Compris, Yabon? Patrice s'inquiéta. Vous craignez donc quelque chose de ce côté? Voyons, c'est inadmissible puisque Siméon est parti. Mon capitaine, dit Don Luis, quand un bon général se met à la poursuite de l'ennemi, cela n'empêche pas d'assurer le terrain conquis et de laisser des garnisons dans les places fortes. Le chantier Berthoud est évidemment un des points de ralliement, le plus important peut-être, de notre adversaire. Je le surveille. Don Luis prit également des précautions sérieuses à l'égard de maman Coralie. Très lasse, la jeune femme avait besoin de repos et de soins. On l'installa dans l'automobile, et après une pointe vers le centre de Paris, exécutée à toute allure, afin de dépister un espionnage possible, on la conduisit à l'annexe du boulevard Maillot, où Patrice la remit aux mains de la surveillante et la recommanda au docteur. Défense était faite d'introduire auprès d'elle aucune personne étrangère. Elle ne devait répondre à aucune lettre, à moins qu'elle ne fût signée Capitaine Patrice. À 9 heures du soir, l'auto filait sur la route de Saint-Germain et de Mantes. Placé dans le fond, près de Don Luis, Patrice éprouvait l'exaltation de la victoire et se dépensait en hypothèses qui, d'ailleurs, avaient toutes pour lui la valeur de certitudes irréfutables. Quelques doutes cependant persistaient en son esprit, des points demeuraient obscurs, sur lesquels il lui était bien aise de recueillir l'opinion d'Arsène Lupin. Pour moi, disait-il, 2 choses restent absolument incompréhensibles. D'abord, qui est-ce qui a été assassiné par SRS le 4 avril à 7h19 du matin? J'ai entendu les cris d'agonie. Qui est mort et qui est devenu le cadavre? Don Luis ne répondait toujours pas, et Patrice reprenait. Deuxième point, plus étrange encore, la conduite de Siméon. Comment? Voilà un homme qui consacre sa vie à un seul but, venger l'assassinat de son ami Belleval, et en même temps assurer mon bonheur et celui de Coralie. Pas un fait ne dément l'unité de sa vie. On devine en lui l'obsession, la manie même. Et puis, le jour où son ennemi SRSB succombe, tout à coup il fait volte-face et nous persécute, Coralie et moi, jusqu'à ourdir et mettre à exécution cette affreuse machination qu'SRSB avait réussi contre nos parents. Voyons, avouez qu'il y a là quelque chose d'inouï. Est-ce là pas de l'or qui lui a tourné la tête? Le trésor prodigieux mis à sa disposition du jour où il a pénétré le secret? Est-ce là l'explication de ses forfaits? L'honnête homme est-il devenu bandit pour assouvir des instincts subitement éveillés? Qu'en pensez-vous? Silence de Don Luis. Patrice, qui s'attendait à ce que toutes les énigmes furent résolues en un tournement par l'illustre aventurier, en concevait de l'humeur et de l'étonnement. Il fit une dernière tentative. Et le triangle d'or, encore un mystère? Car enfin, dans tout cela, pas de trace d'un triangle. Où est-il le triangle d'or? Avez-vous une idée à ce propos? Silence de Don Luis. À la fin, l'officier ne put s'empêcher de dire « Mais qu'y a-t-il donc? Vous ne répondez pas. Vous avez l'air soucieux. » Peut-être, fit Don Luis. Mais pour quelle raison? Oh, il n'y a pas de raison. Cependant, eh bien, je trouve que cela marche trop bien. Qu'est-ce qui marche trop bien? Notre affaire. Et comme Patrice allait encore l'interroger, il prononça. Mon capitaine, j'ai pour vous la plus franche sympathie, et je porte le plus vif intérêt à tout ce qui vous concerne. Mais, je vous l'avouerai, il y a un problème qui domine toutes mes pensées, et un but où tendent maintenant tous mes efforts. C'est la poursuite de l'or qu'on nous a volé, et cet or-là,
Je ne veux pas qu'il nous échappe. J'ai réussi de votre côté. De l'autre, pas encore. Vous êtes sains et saufs tous les deux, mais je n'ai pas les 1800 sacs. Et il me les faut, il me les faut. Mais vous les aurez puisque vous savez où ils sont. Je les aurai, dit Don Luis, lorsqu'ils seront sous mes yeux, étalés. Jusque-là, c'est l'inconnu. À Mantes, les recherches ne furent pas longues. Ils eurent presque aussitôt la satisfaction d'apprendre qu'un voyageur, dont le signalement correspondait à celui du vieux Siméon, était descendu à l'hôtel des Trois Empereurs, et qu'à l'heure actuelle, il dormait dans une chambre du 3e étage. Don Luis s'installa au rez-de-chaussée, tandis que Patrice, qui, à cause de sa jambe, eut plus facilement attiré l'attention, se rendait au tout grand hôtel. Il s'éveilla tard le lendemain. Un coup de téléphone de Don Luis annonça que Siméon, après avoir passé à la poste, était allé au bord de la Seine, puis à la gare, d'où il avait ramené une dame assez élégante, dont une voilette épaisse cachait le visage. Tous deux déjeunaient dans la chambre du 3e étage. À 4 heures, nouveau coup de téléphone. Don Luis pria le capitaine de le rejoindre sans retard dans un petit café, situé au sortir de la ville en face du fleuve. Là, Patrice put voir Siméon qui se promenait sur le quai. Il se promenait les mains au dos, de l'air d'un homme qui flâne et qui n'a point de but précis. Cache-nez, lunettes, toujours le même accoutrement, toujours la même allure, dit Patrice. Et il ajouta « Regardez-le bien, il affecte l'insouciance, mais on devine que ses yeux se portent en amont du fleuve, vers le côté par où la belle Hélène doit arriver. »« Oui, oui, murmura Don Luis. Tenez, voici la dame. »« Ah, c'est celle-là, fit Patrice. Je l'ai rencontrée déjà 2 ou 3 fois dans la rue. » Un manteau de gabardine dessinait sa taille et ses épaules, qui étaient larges et un peu fortes. Autour de son feutre à grand bord, un voile tombait. Elle tendit à Siméon le papier bleu d'un télégramme qu'il lut aussitôt. Puis ils s'entretinrent un moment, semblèrent s'orienter, passèrent devant le café et, un peu plus loin, s'arrêtèrent. Là, Siméon écrivit quelques mots sur une feuille de papier qu'il donna à sa compagne. Celle-ci le quitta et rentra en ville. Siméon continua de suivre le cours du fleuve. « Vous allez rester, mon capitaine, fit Don Luis. »« Pourtant, protesta Patrice, l'ennemi ne semble pas sur ses gardes, il ne se retourne pas. Il vaut mieux être prudent, mon capitaine. Mais quel dommage que nous ne puissions pas prendre connaissance du papier que Siméon a écrit. Et si je rejoignais... Si vous rejoigniez la dame? Non, non, mon capitaine. Sans vous offenser, vous n'êtes pas de force. C'est tout juste si moi-même... » Il s'éloigna. Patrice attendit. Quelques barques montaient ou descendaient à la rivière. Machinalement, il regardait leur nom. Et, tout à coup, une demi-heure après l'instant où Don Luis l'avait quitté, il entendit la cadence très nette, le martèlement rythmé d'un de ces formoteurs que l'on a, depuis quelques années, adaptés à certaines péniches. De fait, une péniche débouchait au détour de la rivière. Quand elle passa devant lui, il lut distinctement, et avec quelle émotion, « Belle Hélène !» Elle glissait assez rapidement, dans un fracas d'explosions régulières. Elle était épaisse, ventrue, lourde et assez profondément enfoncée, bien qu'elle ne semblât porter aucune cargaison. Patrice vit 2 mariniers, assis et qui fumaient distraitement. Amarré derrière, une barque flottait. La péniche s'éloigna et atteignit le tournant. Patrice attendit encore 1 heure avant que Don Luis fût de retour. Il lui dit aussitôt « Eh bien, la belle Hélène ?»« À 2 kilomètres d'ici. Ils ont détaché leur barque et sont venus chercher Siméon. »« Alors il est parti avec eux ? » ?»« Oui. » Sans se douter de rien ? Vous me demandez un peu trop, mon capitaine. N'importe, la victoire est gagnée. Avec l'auto, nous allons les rattraper, les dépasser, et à Vernon, par exemple, prévenir les autorités, militaires et autres, afin qu'elles procèdent à l'arrestation, à la saisie. Nous ne préviendrons personne, mon capitaine. Nous procéderons nous-mêmes à ces petites opérations. Comment ? Mais... Les 2 hommes se regardèrent. Patrice n'avait pu dissimuler la pensée qui s'était présentée à son esprit. Don Luis ne se fâcha pas. « Vous avez peur que je n'emporte les 300 millions ? Bigre, c'est un paquet difficile à cacher dans un veston. » « Cependant, dit Patrice, puis-je vous demander quelles sont vos intentions à cet égard ? » ?»« Vous le pouvez, mon capitaine, mais permettez-moi de retarder ma réponse, jusqu'au moment où nous aurons réussi. À l'heure présente, il faut d'abord retrouver la péniche. » Ils revinrent à l'hôtel des 3 Empereurs et repartirent en auto dans la direction de Vernon. Cette fois, tous 2 se taisaient. La route rejoignait le fleuve, quelques kilomètres plus loin, au bas de la côte escarpée qui commence à Rosny. Au moment où ils arrivaient à Rosny, la belle Hélène entrait déjà dans la grande boucle, au sommet de laquelle se trouve la roche Guyon, et qui revient vers la route nationale à Bonnières. Il lui fallait au moins 3 heures pour effectuer ce trajet, tandis que l'auto, escaladant la colline et coupant droit, débouchait dans Bonnières, 15 minutes après. Ils traversèrent le village.
Un peu plus loin à droite, il y avait une auberge. Don Luis s'y arrêta et dit à son chauffeur: Si à minuit, nous ne sommes pas revenus, retourne à Paris. Vous m'accompagnez, capitaine? Patrice suivit vers la droite, et ils aboutirent par un petit chemin aux berges du fleuve qu'ils suivirent durant un quart d'heure. Enfin, Don Luis trouva ce qu'il semblait chercher, une barque attachée à un pieu, non loin d'une villa dont les volets étaient clos. Don Luis défit la chaîne. Il était environ 7 heures du soir. La nuit venait rapidement, mais un beau clair de lune illuminait l'espace. Tout d'abord, dit Don Luis, un mot d'explication. Nous allons guetter la péniche qui débouchera sur le coup de 10 heures. Elle nous rencontrera en travers du fleuve et, à la lueur de la lune ou de ma lampe électrique, nous lui ordonnerons de stopper. Ce à quoi, sans doute, étant donné votre uniforme, elle obéira. Alors nous montons. Si elle n'obéit pas, c'est l'abordage. Ils sont 3, mais nous sommes 2, donc. Et après, il y a tout lieu de croire que les 2 hommes de l'équipage ne sont que des comparses, au service de Siméon, mais ignorant de ses actes et ne sachant pas la nature de la cargaison. Siméon réduit à l'impuissance, eux-mêmes payés largement par mois, ils conduiront la péniche où je voudrais. Mais, et c'est là que je voulais en venir, mon capitaine, je dois vous avertir que je ferai de cette péniche ce qu'il me plaira. J'en livrerai le chargement à l'heure qui me conviendra. C'est mon butin, ma prise. Personne n'a de droit sur elle que moi. L'officier se cabra. Cependant, je ne puis accepter un tel rôle. En ce cas, donnez-moi votre parole d'honneur que vous garderez un secret qui ne vous appartient pas. Et alors, bonsoir, chacun de son côté. Je vais seul à l'abordage et vous retournez à vos affaires. Notez d'ailleurs que je n'exige nullement une réponse immédiate. Vous avez tout le temps de réfléchir et de prendre la décision que vous dicteront vos intérêts et vos très honorables scrupules. Pour ma part, excusez-moi, mais je vous ai confié mes petites faiblesses. Quand les circonstances m'accordent un peu de répit, j'en profite pour dormir. Carpe somnum, a dit le poète. Bonsoir, mon capitaine. Et sans un mot de plus, Don Luis s'enveloppa dans son manteau, sauta dans la barque et s'y coucha. Patrice avait dû faire un violent effort pour réfréner sa colère. Le calme ironique de Don Luis, son intonation polie, où il y avait un peu de persiflage, lui donnait d'autant plus sur les nerfs qu'il subissait l'influence de cet homme étrange, et qu'il se reconnaissait incapable d'agir sans son assistance. Et puis, comment oublier que Don Luis lui avait sauvé la vie, ainsi qu'à Coralie? Les heures passèrent. L'aventurier dormait dans la nuit fraîche. Patrice hésitait, cherchant un plan de conduite qui lui permît d'atteindre Siméon et de se débarrasser de cet ennemi implacable en empêchant Don Luis de mettre la main sur l'énorme trésor. Il s'effarait d'être complice. Et pourtant, lorsque les premiers battements du moteur se firent entendre au loin et que Don Luis s'éveilla, Patrice était auprès de lui, prêt à l'action. Ils n'échangèrent aucune parole. Une horloge de village sonna 11 heures. La belle Hélène avançait. Patrice sentait grandir son émotion. La belle Hélène, c'était la capture de Siméon, les millions repris. Coralie hors de danger, la fin du plus abominable cauchemar, l'œuvre des Sarès, à jamais abolie. Le moteur tapait, de plus en plus près. Son rythme régulier et puissant s'élargissait sur la Seine immobile. Don Luis avait pris les avirons et ramait vigoureusement pour gagner le milieu du fleuve. Et tout à coup, on vit au loin une masse noire qui surgissait dans la lumière blanche. Encore 12 ou 15 minutes et elle était là. « Voulez-vous que je vous aide » murmura Patrice. « On dirait que le courant vous entraîne et que vous avez du mal à vous redresser. »« Aucun mal » dit Don Luis, qui se mit à fredonner. « Mais enfin » Patrice était stupéfait. La barque avait viré sur place et revenait vers la berge. « Mais enfin, répéta-t-il. « Enfin, quoi? Vous lui tournez le dos. Quoi? Vous renoncez? Je ne comprends pas. Ou plutôt, c'est que nous ne sommes que 2, n'est-ce pas? 2 contre 3? Et vous craignez? Est-ce cela ?» D'un bond, Don Luis sauta sur la rive et tendit la main à Patrice. Celui-ci le repoussa et grogna. « M'expliquerez-vous » ? « Trop long, répondit Don Luis. « Une seule question. Ce livre que j'ai trouvé dans la chambre du vieux Siméon, les mémoires de Benjamin Franklin, l'aviez-vous aperçu lors de vos investigations ?»« Sacrebleu, il me semble que nous avons autre chose. Question urgente, capitaine. »« Eh bien, non, il n'y était pas. »« Alors, dit Don Luis, c'est bien ça, nous sommes roulés. Ou plutôt, pour être juste, j'ai été roulé. En route, mon capitaine, et rondement. » Patrice n'avait pas bougé de la barque. D'un coup brusque, il la poussa et saisit la rame en marmottant. « Nom de Dieu, je crois qu'il se fiche de moi, le client. » Et à 10 mètres du bord déjà, il s'écria. « Si vous avez peur, j'irai seul, besoin de personne. » Don Luis répondit. « À tout à l'heure, mon capitaine, je vous attends à l'auberge. » L'expédition de Patrice ne se heurta à aucune difficulté.
Au premier ordre qu'il lança d'une voix impérieuse, la belle Hélène stoppa, de sorte que l'abordage s'effectua de la manière la plus paisible. Les deux mariniers, des hommes d'un certain âge, originaires de la côte basque, et auxquels il se présenta comme agent délégué par l'autorité militaire, lui firent visiter leur péniche. Il n'y trouva pas le vieux Siméon, et pas davantage le plus petit sac d'or. La cale était à peu près vide. L'interrogatoire fut bref. « Où allez-vous ? » ?»« À Rouen. On est réquisitionné par le service de ravitaillement. »« Mais vous avez pris quelqu'un en cours de route ? » ?»« Oui, à Mantes. »« Son nom ? » ?»« Siméon Dionekis. »« Qu'est-il devenu ? » ?»« Il s'est fait descendre un peu après pour reprendre le train. »« Que voulait-il ? » ?»« Nous payer. »« De quoi ? » ?»« D'un chargement que nous avions fait à Paris il y a 2 jours. »« Des sacs ? » ?»« Oui. »« De quoi ? Nous ne savons pas, on nous payait bien, ça suffisait. »« Et où est-il ce chargement ? » ?»« Nous l'avons passé la nuit dernière à un petit vapeur qui nous a accostés en aval de Poissy. »« Le nom de ce vapeur ? » ?»« Le Chamois, 6 hommes d'équipage. »« Et où est-il ? » ?»« En avant, il filait vite. Il doit être plus loin que Rouen. Siméon Dionekis va le rejoindre. »« Depuis quand connaissez-vous Siméon Dionekis ? » ?»« C'était la première fois qu'on le voyait. Mais on le savait, au service de M. Essarès. »« Ah, vous avez travaillé pour M. Essarès ? » ?»« Plusieurs fois, le même travail et le même voyage. Il vous faisait venir au moyen d'un signal ? Une vieille cheminée d'usine qu'il allumait. Toujours des sacs ? Oui, des sacs. On ne savait pas quoi, il payait bien. Patrice n'en demanda pas davantage. En hâte, il redescendit dans sa barque, regagna la rive et trouva Don Luis attablé devant un souper confortable. « Vite, dit-il, la cargaison est à bord d'un vapeur, le Chamois, que nous rattraperons entre Rouen et Le Havre. » Don Luis se leva et tendit à l'officier un paquet enveloppé de papier blanc. « Voilà 2 sandwichs, mon capitaine. La nuit va être dure. Je regrette bien que vous n'ayez pas dormi comme moi. Filons, et cette fois je prends le volant, ça va ronfler. Asseyez-vous près de moi, mon capitaine. » Ils montèrent tous deux dans l'auto, ainsi que le chauffeur. Mais à peine sur la route, Patrice s'écria. « Eh, dites donc, attention, pas de ce côté. Nous retournons sur Mantes et sur Paris. »« C'est bien ce que je veux, ricana Don Luis. »« Hein ? Quoi ? Sur Paris ? » ?»« Évidemment. »« Ah, non, non. Cela devient un peu trop raide, puisque je vous dis que les 2 mariniers... »« Vous mariniers ? Des fumistes. Ils m'ont affirmé que le chargement... »« Le chargement ? Une charge. Mais enfin, le Chamois ? » ?»« Le Chamois ? Un bateau. Je vous répète que nous sommes roulés, mon capitaine. Roulés jusqu'à la gauche. Le vieux Siméon est un bonhomme prodigieux. Voilà un adversaire, le vieux Siméon. On s'amuse avec lui. Il m'a tendu un traquenard où je m'embourbais jusqu'au cou. À la bonne heure. Seulement, n'est-ce pas, la meilleure plaisanterie a des limites. Fini de rire. Cependant, vous n'êtes pas content, mon capitaine ? Après la belle Hélène, vous voulez attaquer le Chamois ? À votre aise, vous descendrez à Mantes. Seulement, je vous en préviens, Siméon est à Paris, avec 3 ou 4 heures d'avance sur nous. Patrice frissonna. Siméon à Paris ? À Paris, où Coralie se trouvait ? Il ne protesta plus, et Don Luis continuait. Ah, le gueux, a-t-il bien joué sa partie ? Un coup de maître, les mémoires de Franklin. Connaissant mon arrivée, il s'est dit « Arsène Lupin ! Voilà un gaillard dangereux capable de débrouiller l'affaire et de me mettre dans sa poche, ainsi que les sacs d'or. Pour me débarrasser de lui, un seul moyen. Faire en sorte qu'il s'élance sur la vraie piste, et d'un tel élan qu'il ne s'aperçoive pas de la minute psychologique où la vraie piste devient une fausse piste. Hein ? Est-ce fort, cela ? Et alors, c'est le volume de Franklin tendu comme un appât. C'est la page qui s'ouvre toute seule à l'endroit voulu. C'est mon inévitable et facile découverte de la canalisation. C'est le fil d'Ariane qui m'est offert en toute obligeance, et que je suis, docilement, conduit par la main même de Siméon, depuis la cave jusqu'au chantier Berthoud. Et jusque-là, tout est bien. Mais à partir de là, attention, au chantier Berthoud, personne. Seulement à côté une péniche. Donc une possibilité de renseignement. Donc la certitude que je me renseignerai. Et je me renseigne. Et une fois renseigné, je suis perdu. Mais alors, cet homme ? Eh oui, un complice de Siméon. Lequel Siméon, se doutant bien qu'il serait suivi jusqu'à la gare Saint-Lazare, me fait ainsi donner par 2 fois la direction de Mantes. À Mantes, la comédie continue. La belle Hélène passe, avec la double charge de Siméon et des sacs d'or. Nous courons après la belle Hélène. Bien entendu, sur la belle Hélène, rien. Ni Siméon, ni sacs d'or. Courez donc après le Chamois. Nous avons transporté tout cela sur le Chamois. Nous courons après le Chamois jusqu'à Rouen, jusqu'au Havre, jusqu'au bout du monde. Et bien entendu, poursuite vaine, puisque le Chamois n'existe pas. Mais nous croyons mordicus qu'il existe, et qu'il a échappé à nos investigations. Et alors le tour est joué. Les millions sont partis, Siméon a disparu,
et nous n'avons plus qu'une chose à faire, c'est de nous résigner et d'abandonner nos recherches. Vous entendez? L'abandon de nos recherches. Voilà le but du bonhomme. Et ce but, il l'aurait atteint si... L'auto marchait à toute allure. De temps en temps, avec une adresse inouïe, Don Luis l'arrêtait net. Un poste de territoriaux, demande de sauf-conduit. Puis un bond en avant, et de nouveau la course folle, vertigineuse. Si, quoi? Demanda Patrice à moitié convaincu. Quel est l'indice qui vous a mis sur la voie? La présence de cette femme, amante. Indice vague d'abord. Mais tout à coup, je me suis souvenu que, dans la première péniche, la nonchalante, l'individu qui nous a donné ces renseignements, vous vous rappelez le chantier Berthoud? Eh bien, en face de cet individu, j'avais eu l'impression bizarre, inexplicable, que j'étais peut-être en face d'une femme déguisée. Cette impression a surgi de nouveau en moi. J'ai fait le rapprochement avec la femme de Mantes, et puis ce fut un coup de lumière. Don Luis réfléchit, et à voix basse il reprit. Mais qui diable? Ça peut-il bien être de cette femme-là? Il y eut un silence, et Patrice prononça instinctivement. Grégoire, sans doute. Hein? Que dites-vous? Grégoire? Ma foi, puisque ce Grégoire est une femme. Voyons, quoi? Qu'est-ce que vous chantez là? Évidemment, rappelez-vous, c'est ce que les complices m'ont révélé, le jour où je les ai fait arrêter sur la terrasse d'un café. Comment? Mais votre journal n'en souffle pas mot. Ah, en effet, j'ai oublié ce détail. Un détail? Il appelle ça un détail. Mais c'est de la dernière importance, mon capitaine. Si j'avais su, j'aurais deviné que ce batelier n'était autre que Grégoire, et nous ne perdions pas toute une nuit. Nom d'un chien, vous en avez de bonnes, mon capitaine. Mais ceci ne pouvait altérer la bonne humeur de Don Luis. À son tour, et tandis que Patrice, assailli de pressentiments, devenait plus sombre, à son tour il chanta victoire. À la bonne heure, la bataille prend de la gravité. Aussi vraiment c'est trop commode. Et voilà pourquoi j'étais maussade, moi, Lupin. Est-ce que les choses marchent ainsi dans la réalité? Est-ce que tout s'enchaîne avec cette rigueur? Franklin, le canal d'or, la filière ininterrompue, les pistes qui se révèlent toutes seules, le rendez-vous à Mantes, la belle élève? Non, tout cela me gênait. Trop de fleurs, madame, n'en jetez plus. Et puis aussi, cette fuite de l'or sur une péniche. Bon, en temps de paix, mais durant la guerre, en plein régime de sauf-conduit, de bateaux patrouilleurs, de visites, de prises. Comment se fait-il qu'un bonhomme comme Siméon risque un pareil voyage? Non, je me méfiais. Et c'est pour cela, mon capitaine, qu'à tout hasard, j'ai mis Yabon de faction devant le chantier Berthoud. Une idée comme ça. Ce chantier me semblait bien au centre de l'aventure. Hein? Ai-je eu raison? Et M. Lupin a-t-il perdu son flair? Mon capitaine, je vous confirme mon départ pour demain soir. D'ailleurs, je vous l'ai dit, il le faut. Vainqueur ou vaincu, je m'en vais. Mais nous vaincrons. Tout s'éclaircira. Plus de mystère. Pas même celui du triangle d'or. Ah, je ne prétends pas vous apporter un beau triangle en métal précieux. Non, il ne faut pas se laisser éblouir par les mots. C'est peut-être une disposition géométrique des sacs d'or, un entassement en forme de triangle. Ou bien le trou dans la terre qui est creusé de la sorte. N'importe, on l'aura. Et les sacs d'or seront à nous. Et Patrice et Coralie iront devant monsieur le maire, et ils recevront ma bénédiction, et ils auront beaucoup d'enfants. On arrivait aux portes de Paris. Patrice, qui devenait de plus en plus soucieux, demanda. Ainsi donc, vous croyez qu'il n'y a plus rien à craindre? Oh, 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 je ne dis pas cela. Le drame n'est pas fini. Après la grande scène du troisième acte, que nous appellerons la scène de l'oxyde de carbone, il y aura sûrement un quatrième acte, et peut-être un cinquième. L'ennemi n'a pas désarmé, fichtre. On longeait les quais. Descendons ici, fit Don Luis. Il donna un léger coup de sifflet qu'il répéta 3 fois. Aucune réponse, murmura-t-il. Yabon n'est plus là, la lutte a commencé. Mais Coralie, que craignez-vous pour elle? Siméon ignore son adresse. Au chantier Berthoud, personne. Sur le quai en contrebas, personne. Mais au clair de la lune, on apercevait l'autre péniche, la nonchalante. Allons-y, dit Don Luis. Cette péniche est-elle l'habitation ordinaire de la dénommée Grégoire? Et y est-elle déjà revenue, nous croyant sur la route du Havre? Je l'espère. En tout cas, Yabon a dû passer par là, et sans doute laisser quelques signaux. Vous venez, capitaine? Voilà. Seulement, c'est étrange comme j'ai peur. De quoi? Fit Don Luis, qui était assez brave pour comprendre cette impression. De ce que nous allons voir. Ma foi, peut-être rien. Chacun alluma sa lampe de poche et tâta la crosse de son revolver. Ils franchirent la planche qui reliait le bateau à la berge. Quelques marches. La cabine. La porte en était fermée. Eh, camarades, il faudrait ouvrir? Aucune réponse. Ils se mirent alors en devoir de la démolir, ce qui leur fut difficile car elle était massive et n'avait rien d'une porte habituelle de cabine. Enfin, elle céda. Crébleu, fit Don Luis, qui avait pénétré le premier. Je ne m'attendais pas à celle-là. Quoi? Regardez,
Cette femme qu'on nommait Grégoire, elle semble morte. Elle était renversée sur un petit lit de fer. Sa blouse d'homme échancrée, la poitrine découverte. La figure gardait une expression de frayeur extrême. Le désordre dans la cabine indiquait que la lutte avait été furieuse. Je ne me suis pas trompé. Voici, tout près d'elle, les vêtements qu'elle portait à Mantes. Mais qu'y a-t-il, capitaine? Patrice avait étouffé un cri. Là, en face de nous, au-dessous de la fenêtre. C'était une petite fenêtre qui donnait sur le fleuve. Les carreaux en étaient cassés. Eh bien, fit Don Luis, quoi? Oui, en effet, quelqu'un a dû être jeté par là. Ce voile bleu, payé à Patrice, c'est ce voile de l'infirmière, le voile de Coralie. Don Luis s'irrita. Impossible! Voyons, personne ne connaissait son adresse. Cependant, quoi? Vous ne l'avez pas écrit, vous ne l'avez pas télégraphié. Si, je lui ai télégraphié, de Mantes. Qu'est-ce que vous dites? Mais alors, voyons, c'est de la folie. Vous n'avez pas fait cela. Si, vous avez télégraphié du bureau de poste de Mantes. Oui. Et il y avait quelqu'un dans ce bureau de poste? Oui, une femme. Laquelle? Celle qui est là, assassinée? Oui. Mais elle n'a pas lu ce que vous écriviez? Non, mais j'ai recommencé 2 fois ma dépêche. Et le brouillon? Vous l'avez jeté au hasard par terre? De sorte que le premier venu? Ah, vraiment, vous savourez, mon capitaine? Patrice était déjà loin. À toute vitesse, il courait vers l'auto. Une demi-heure plus tard, il revenait avec 2 télégrammes en main. 2 télégrammes trouvés sur la table de Coralie. Le premier, envoyé par lui, contenait ces mots. Tout va bien, soyez tranquille, ne sortez pas. Vous envoie ma tendresse, capitaine Patrice. Le second, envoyé évidemment par Siméon, était ainsi conçu. Événement grave, projet modifié, nous revenons. Vous attend ce soir 9 heures, à la petite porte de votre jardin, capitaine Patrice. Cette seconde dépêche, Coralie l'avait reçue à 8 heures. Elle était partie aussitôt. Fin du chapitre 15.